Ouazizi était porté disparu depuis près de 11 mois, détenu dans un lieu inconnu. Il n'avait pas été présenté devant une juridiction compétente pour répondre des faits supposés de terrorisme. La nouvelle de son décès dans les services militaires est aussi évoquée dans les colonnes du journal Le Messager. Selon ce journal, une source confie que l'interrogatoire musclé de Samuel Ouazizi et la torture ont conduit à sa mort. Cette nouvelle a soulevé une vague d'indignation à travers le Cameroun et le monde. La presse d'expression anglaise regrette le fait que la pratique du journalisme devienne un crime au Cameroun. Et selon le journal The Guardian Post, des leaders politiques sont montés au créneau pour condamner ce que d'aucuns qualifient d'assassinat d'un journaliste et exigent des explications du gouvernement. Et en réaction, le chargé de la communication du ministère de la Défense a confirmé la mort de Samuel Ouazizi en précisant qu'il a succombé d'une sepsie sévère et non de sévices corporels et d'actes de torture. Pour le ministère de la Défense, c'était un logisticien de divers groupes terroristes dans la région du Sud-Ouest, arrêté au cours d'une opération de sécurité sur le terrain menée le 3 août 2019 et décédé 2 semaines plus tard. À la surprise générale, le ministère de la Défense, à travers son responsable de la communication, affirme que la famille avait été informée de ses conditions de prise en charge et du décès de Samuel Ouazizi depuis août 2019. Cette version officielle reflète-t-elle la réalité des investigations journalistiques menées sur le terrain? Les conditions d'arrestation, de détention et de transfert dans une caserne militaire respectent-ils la procédure du code pénal? Qui veut éteindre la flamme de la liberté de la presse au Cameroun, pourtant garant de la démocratie? Pourquoi le ministère de la Défense, à travers son responsable de la communication, accuse certains médias et organisations internationales de diaboliser l'armée camerounaise? Ces intimidations et menaces sur la presse ne l'ont pas empêché de s'intéresser aux manœuvres orchestrées au sommet de l'État après les dénonciations de Maurice Kamto s'opposant fermement à une succession de gré à gré. Le journal Émergence s'interroge, s'agit-il d'une réalité ou une simple théorie du complot? Pour la nouvelle expression, les mises en garde de Kamto, à peine voilées, trahissent un plan secret dont il serait informé. Le secrétaire national à la communication du RDPC a décortiqué et critiqué Maurice Kamto, estimant qu'il est dans une démarche fantasmagorique et qu'il n'y a pas de succession de gré à gré au Cameroun. Réaction de Jacques Famdongo. Dans un tel contexte de crise anglophone et défis sécuritaires, quels sont les enjeux et dangers des réformes constitutionnelles et électorales demandées par plusieurs leaders politiques? Face à l'évolution inquiétante de la pandémie de coronavirus, le gouvernement accepte enfin d'inclure 7 cliniques privées dans le plan de riposte à Douala et Yaoundé. Pour autant, l'explosion des cas positifs pose un problème. Le pays se dirige-t-il vers une aggravation de la crise sanitaire? Mesdames, Messieurs, ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois Maître Lavoisier-Sapi. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les copanélistes. Félicitations à notre camarade Samuel Motte qui est passé de simple citoyen à honorable à l'Assemblée nationale. J'espère que vous allez ouvrir un front de lutte dans le RDPC à l'Assemblée nationale pour que la démocratie entre enfin dans notre pays. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous faites partie du conseil juridique du SDF, vous êtes également au sein de l'exécutif municipal de Bafoussam Ier. Et face à vous, vous l'avez déjà salué, c'est Samuel Motte, honorable député RDPC dans le CAM. Merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour. Merci pour la réception, l'accueil qui m'est réservé ici, notamment pour les mots aimables qui ont été prononcés tout à l'heure par Maître Sapi. Mais je voulais tout simplement lui donner une assurance profonde. Le RDPC est là pour défendre les valeurs républicaines. Donc je n'ai pas besoin, au niveau de l'Assemblée nationale, de créer une faction nouvelle. Le RDPC est un parti républicain. Nous sommes là pour défendre les valeurs de la République. J'espère également que ce sentiment-là devait être partagé par l'ensemble des panélistes de ce plateau, mais également par l'ensemble des citoyens camerounais, parce que ce n'est que à ce niveau-là que le destin du Cameroun peut se jouer, c'est dans le respect des règles républicaines et également dans les promotions.
La troisième personnalité conviée à cette émission, il est également avocat au barreau du Cameroun. Il représente le MRC et ses alliés sur ce plateau. Maître Richard Tamfou, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à mes co-panélistes, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox TV. Et je me permets de prendre votre studio pour renouveler mes sincères condoléances les plus attristées à la famille du journaliste Ouazizi, à sa grande famille des journalistes ainsi qu'à ses avocats. Et le quatrième panéliste sur droit de réponse, il est l'un des éditorialistes quotidiens La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Campia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Moufélé, je salue les co-panélistes ici présents. Je renouvelle mes amitiés et mon affection à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Et j'ai également une pensée pieuse pour la famille de Samuel Ouazizi, notre confrère. Et d'entrée du jeu, avec vous, Maître Richard Tamfou, je précise que vous êtes avocat et vous êtes proche des conseils de la famille de Samuel Ouazizi. D'abord, comment avez-vous réagi à l'annonce de son décès, annonce faite sur les antennes d'Equinox Télévision? L'annonce m'a terriblement choqué parce que j'ai reçu le communiqué du chargé de la communication au ministère de la Défense. Dans son introduction, déjà d'abord, je remarquais déjà un gros mensonge parce que il parle du 3 août 2019 et pourtant les hostilités commencent avec ce journaliste le 2 août lorsque lui-même se rend au commissariat de sécurité publique de Mounia par une invitation du commissaire de lieu. À son arrivée sur les lieux, on lui présente le téléphone, le commissaire lui présente son téléphone et confirme si cette photo c'est bien lui. Il dit oui. Sommairement, on lui fait comprendre qu'il est ici pour des enquêtes liées aux sécessionnistes et aux terroristes. Ne comprenant pas pourquoi est-ce qu'il se trouve là. Directement, il fait appel à son avocat qui est mon confrère barista Edouard Lyonga. Aussitôt se dépêche sur les lieux et a eu un entretien de client-avocat avec son client, où son client lui faisait comprendre qu'il fallait qu'il mette toutes ses batteries en marche pour qu'il retrouve sa liberté. Ce 2 août, c'était un vendredi. Pendant que le conseil est en train de se préparer, le lundi, puisqu'il y a eu samedi, il y a eu dimanche, le lundi qui a suivi, avec l'atmosphère qui règne au sud-ouest, c'était un jour Ghost Town. Ghost Town, oui. Il se remet mardi pour commencer le travail. Arrivé sur les lieux, l'atmosphère est toujours conviviale. Je pense que nous sommes comme ça un 6. Et on lui fait savoir, il fait savoir à cette unité de police que il aurait souhaité que son client soit déféré à la police judiciaire parce que là, il estime qu'il y aura des enquêteurs qui pourront bien enquêter sur cette affaire. On lui rassure, le commissaire lui rassure qu'il n'y a pas de souci. Tu pourras aller attendre ton client et il va te retrouver. Ne voyant aucun inconvénient, il se rend à cette unité pour attendre son client. Mais à sa plus grande surprise, quelques heures après, il reçoit un coup de fil venant de cette unité pour lui faire savoir qu'il y a des éléments de force de sécurité, des éléments militaires qui sont arrivés sur les lieux et se sont saisis du dossier et qu'il se pourrait qu'ils sont au Brim. Un avocat averti et très intelligent, il se rend immédiatement au Brim pour s'enquérir de la situation, pour voir si effectivement il peut rencontrer le commandant. Mais je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé. Il a été refoulé comme une chèvre, qu'il n'avait pas sa place dans cette unité et que les avocats n'interviennent pas au Brim. Avec toute cette frustration que nous sommes au 7, c'est comme ça donc qu'il se prépare rapidement. Et le 13 août, il introduit une requête au tribunal de grande instance en habeas corpus, puisqu'il a été la dernière personne qui a pu communiquer avec Samuel Ouazizi. Et avec toutes ces frustrations, il ne savait plus quoi dire à sa famille. En clair, Maître Richard Tamfou, vous dites que Samuel Ouazizi a été transféré de l'unité de police de Mouya vers une caserne militaire. Exact. Entre le 6 et le 7 août 2019. Exact. Donc, c'est à partir du 7 qu'on a perdu les traces sur Samuel Ouazizi. L'avocat est dans l'impossibilité de rencontrer son client. La famille est dans l'impossibilité de communiquer avec son membre. Et
dans cette frustration, la seule voie d'issue qui restait à l'avocat, c'était de saisir les juridictions. Ce qu'il a fait le 13 août 2019. Et quelle est la démarche judiciaire qu'il a menée pour pouvoir tenter d'obtenir les nouvelles sur Samuel Ouazizi? Cédric, nous sommes dans un pays de droit où l'avocat ne doit pas être aperçu comme un élément dérangeur, parce que il est précisé qu'à chaque fois qu'un individu a un souci, il a droit à un conseil. Ça, c'est nos textes qui le disent. Donc, l'avocat, dans ce cas, a été restreint d'exercer son métier. Parce que lorsque l'avocat s'est rendu au commissariat de Mounia, c'était en conformité avec la loi. Il fallait qu'il apporte son assistance à son client, ce qui n'a pas été possible. Au niveau du BRIM, ça n'a pas été possible. Donc, l'avocat ne pouvait que se retourner vers les tribunaux. Et c'est ce qu'il a fait le 13 août 2019. Justement, quelle est la procédure qu'il a introduite ce 13 août là? Il a introduit une procédure qui est bien précisée dans notre code de procédure pénale, qui est l'habeas corpus, qui est une procédure d'urgence, que lorsque tu estimes, toi l'avocat, que ton client est soit arbitrairement arrêté ou bien est en détention illégale, et que tu estimes que son droit de la défense n'est pas respecté, tu saisis la juridiction, le tribunal de grande instance où tu estimes qu'il est détenu. Et lorsque tu saisis cette juridiction, elle doit agir dans la précipitation, puisqu'il y a là une violation sur la liberté humaine. Et le tribunal, aussitôt se saisit, le tribunal doit demander qu'on produise la personne physique et son dossier, soit de détention, qui doit être soit l'arrêt ou bien une détention provisoire, et ouvre l'audience immédiatement. Et sommairement, le juge doit apprécier si effectivement la détention et l'arrestation est régulière. Et lorsqu'elle n'est pas le cas, elle doit ordonner ta libération immédiate. Donc ça, c'est une audience que si elle est bien tenue, en moins de 10 jours, elle est réglée. Est-ce que ça a été le cas lorsque cette demande d'habeas corpus a été introduite? Malheureusement, ça n'a pas été le cas, parce que lorsque la demande de habeas corpus a été introduite, elle a traîné dans cette juridiction. Il a fallu encore que les avocats refassent encore une autre demande pour une accélération de la procédure. Et bien même quand est-ce qu'ils ont eu une décision demandant à ce qu'on puisse venir avec les clients devant la barre, le bureau du procureur général s'est mis dans des dilatoires inutiles, et c'est comme ça que la procédure a traîné. Et par la suite, il y a une décision qui a été rendue en disant que les allégations sont fondées sur des faits inexistants. On commence à demander à l'avocat de produire les différents mandats d'arrestation et de détention, et pourtant c'est pas lui qui doit en avoir, c'est le bureau du procureur général qui émet ces différents mandats, qui est censé les avoir. Donc, au niveau du tribunal, la procédure a été biaisée et les avocats ont été frustrés. Et vraiment, c'est très embarrassant quand un avocat est incapable de porter secours à son client. Après ces explications que vous donnez, Edmond Kamgia, cela fait 10 mois que ces avocats ont mené des démarches judiciaires pour tenter d'avoir les nouvelles de leur client Samuel Ouazizi et connaître quel sort lui a été réservé après sa disparition au niveau du commissariat de Mouya et son transfert dans une caserne militaire. Et c'est Equinox, le 2 juin 2020, qui révèle la mort de Samuel Ouazizi, alors que ses avocats espéraient encore pouvoir le faire sortir des griffes de là où il se trouvait. Comment vous réagissez suite à l'évolution de cette affaire Ouazizi? D'abord, il faut apprécier à sa juste mesure le travail qu'a effectué Equinox Télévision, Equinox Radio-Télévision, pour démontrer à la face du monde ce qui s'est passé dans l'affaire Samuel Ouazizi, pour démontrer que ce confrère, cet éminent confrère, porté disparu depuis plus de 10 mois, recherché par sa famille, recherché par les avocats, et dont les avocats qui ont introduit entre-temps une procédure d'habeas corpus pour pouvoir démontrer l'illégalité de son interpellation, de son arrestation et de sa détention, qu'Equinox, à travers son investigation, parvient à démontrer non seulement les péripéties, puisqu'il est parti du sud-ouest vers Yaoundé
mais de confirmer qu'effectivement, il est décédé. Et c'est la première télévision camerounaise qui affirme que Samuel Ouazizi est mort. Nous allons peut-être revenir plus tard sur le contenu, me semble-t-il, du communiqué du porte-parole du ministère de la Défense pour démontrer les incongruités, le caractère maladroit de sa rédaction. Mais disons, pour le moment, que nous notons que dans cette affaire, où un journaliste s'est retrouvé dans une situation abracadabrante, pour ne pas dire étrange, puisqu'il est inadmissible qu'un journaliste soit non seulement convoqué, et c'est lui-même, le 2 août, c'est lui-même qui va vers le commissariat de Moya. Et le communiqué du porte-parole prétend qu'il a été arrêté sur le terrain, dans le cadre des opérations, le 3 août. Je voudrais que les téléspectateurs observent, constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre la réalité connue et que nous affirmons, et reconnue même par les avocats de notre confrère, que c'est dès le 2 août qu'il se retrouve au commissariat de Moya avant que la procédure ne continue jusqu'à sa mort à Yaoundé. Mais je voudrais revenir sur une chose qui est importante à noter qu'Equinox a fait. Non seulement nous avons annoncé qu'il est effectivement décédé, mais nous avons dit qu'il est décédé l'année dernière, en 2019, et au mois d'août. Et le communiqué du porte-parole du ministère de la Défense nous a donné raison qu'effectivement il est décédé au mois d'août, et précisément le 17 août 2019. Voilà deux vérités essentielles qu'Equinox est parvenu à travers son investigation à démontrer. Et restons sur la question que vous avez posée, M. Noufélé, pour dire qu'est-ce que nous pensons de cela, puisque c'est la question de fond que vous avez indiquée. Nous pensons, la première chose, c'est qu'il y a quelque chose d'absurde et d'inadmissible au Cameroun en matière de justice. Il est inconcevable que dans une procédure comme celle-là, que ce soit le citoyen Samuel Ouazizi ou le journaliste Samuel Ouazizi, qu'après son interpellation, son avocat se soit immédiatement rendu au commissariat, mais que par la suite, il ait totalement perdu les traces. L'avocat a totalement perdu les traces de son client et qu'il s'en est remis dans une procédure judiciaire où, curieusement, même les magistrats ne savaient pas qu'il était décédé. Mais vous vous rendez compte? Mais nous nous retrouvons où là, dans une affaire aussi kafkaïenne? Y a-t-il encore une justice au Cameroun? Le code de procédure pénale est-il encore respecté? Les lois, la législation camerounaise est-elle respectée? C'est des questions que nous posons pour dire que dans cette affaire, de bout en bout, n'eût été le travail de fond mené par Equinox Télévision, je crois que le communiqué même du ministère de la Défense ne serait pas sorti. C'est parce que nous avons affirmé qu'il est décédé que, enfin, il y a eu ce communiqué quelques jours après, quelques heures après, quelques jours après, pour dire effectivement qu'il est décédé. Je reviendrai peut-être pour démontrer. Justement, on en parlera tout à l'heure, Edmond Kamia, Maître Lavoisier de Sapi, sur les conditions d'arrestation, de détention et de transfert. Puisque lorsqu'on suit les éléments qui viennent de nous être dévoilés ici par Maître Richard Tanfou, il fait savoir que le journaliste en question a été transféré du commissariat vers une caserne militaire. Est-ce que cela respecte les procédures en matière, les procédures du code pénal, de transférer une personne qui a été arrêtée d'un commissariat vers une caserne militaire? Est-ce que cela respecte les procédures en la matière? Non, pas du tout. Et je crois que le témoignage donné par Maître Tanfou, qui est très introduit dans la procédure et qui a relaté les circonstances dans lesquelles cette affaire a commencé, Samuel Ouazizi n'a pas été arrêté. Il a répondu à une convocation, selon son témoignage. Exact. Il est allé de lui-même, preuve qu'il respecte les institutions judiciaires. Ce citoyen s'est rendu au commissariat, à l'appel du commissaire, pour savoir ce qu'on lui reprochait. Maintenant, le commissariat de la sécurité publique de Mounia, c'est une institution qui est habilitée à mener des enquêtes. Il n'y avait pas de raison qu'il soit transféré soit à la police judiciaire ou dans une caserne militaire. Le commissariat est habilité à mener des enquêtes. Si maintenant,
le commissariat de Mounia, qui devait logiquement ouvrir une enquête, se rend compte que les faits qu'il peut imputer à la personne qui a librement répondu à une convocation relèvent de la justice militaire, il renvoie le dossier chez le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Buea. Et il y a bel et bien un tribunal militaire à Buea. Il y a un commissaire du gouvernement qui répond des faits de terrorisme et autres, des faits qui relèvent du tribunal militaire. Donc, si tant était que on pouvait reprocher à Samuel Ouazizi des faits qui relèvent de la justice militaire, c'est le commissaire du gouvernement qui devait le recevoir. En aucun cas, en aucune circonstance, la brigade motorisée d'infanterie n'était habilitée, c'est une unité combattante. C'est une unité qui est habilitée à faire la guerre sur le terrain. Elle n'est pas habilitée à recevoir des citoyens et à mener des enquêtes. Parce qu'il n'y a pas d'officier de police judiciaire dans cette unité-là. Donc ça a été pratiquement une violation flagrante du code de procédure pénale qui est applicable devant le tribunal militaire du Cameroun que des lois et conventions internationales que le Cameroun a ratifiées en matière de protection des citoyens. Et à ce titre, je voudrais dire que le Cameroun a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 3, dit que tout citoyen a droit à la vie. Le droit à la vie est institué par la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 3. L'article 5 de la même Déclaration universelle des droits de l'homme précise et interdit tout acte de torture contre tout citoyen. Et l'article 11 de la même Déclaration des droits de l'homme institue la présomption d'innocence. Un citoyen qui est interpellé, quelles que soient les circonstances, est présumé innocent jusqu'à ce qu'une juridiction prononce contre lui ou contre cette personne une condamnation. Alors, ces dispositions qui interdisent qui interdisent les tortures, qui instituent la protection du droit à la vie, ont été intégrées dans la Constitution camerounaise de 1996. De telle sorte que c'est des droits de l'homme qui sont protégés constitutionnellement. Et maintenant, pour donner un caractère concret à ces protections, nous avons adopté au Cameroun, depuis le 1er janvier 2007, un code de procédure pénale qui est applicable, je le répète, devant les juridictions militaires. Le code de procédure pénale, à l'article 30, interdit tout traitement inhumain à un individu qui est arrêté. Tout traitement inhumain contre un individu qui est arrêté. L'article 31 du Code de procédure pénale impose que lorsque un officier de police judiciaire arrête une personne, cet officier de police judiciaire doit d'abord décliner son identité. Vous dites qui vous êtes. Vous portez à la connaissance de la personne que vous arrêtez le motif de son arrestation. Et ensuite, vous lui donnez toute la possibilité, je dis bien toutes les possibilités, de contacter une personne, une tierce personne ou un membre de sa famille pour indiquer le lieu où on l'amène. C'est-à-dire que l'officier de police judiciaire qui arrête doit même mettre son téléphone. Parce que tous les services publics sont dotés d'un téléphone. Le commissariat de sécurité publique de Mounia a un téléphone. Vous mettez le téléphone à la disposition de la personne arrêtée pour qu'il informe sa famille pour dire là où il est. Et dans le cadre de l'affaire Ouazizi, on constate, selon le gouvernement, qu'il est arrêté le 3 août et 2 semaines plus tard, il décède des suites d'une sepsie sévère, selon le communiqué du ministère de la Défense à travers son chargé de la communication, qui précise que c'est une sepsie sévère et non des sévices corporels ou actes de torture. Pour vous qui fréquentez les milieux judiciaires et les milieux carcéraux depuis une vingtaine d'années, comment expliquer qu'un journaliste arrêté en l'espace de quelques jours décède des suites d'une sepsie sévère et qu'il est précisé qu'il ne s'agit pas d'actes de torture ni de sévices corporels? Il s'agit d'un mensonge éhonté de la part du ministère de la Défense. Parce que le cas de Samuel Ouazizi n'est pas le premier cas de bavure militaire.
pour lesquels on a connu des communiqués extrêmement mensongers de la part de l'État du Cameroun. Figurez-vous que les 2 femmes qui avaient été exécutées au Nord Cameroun avec leurs enfants, on avait d'abord dit, le gouvernement avait d'abord dit que ça s'est passé au Mali, avant de se raviser et de reconnaître que c'est bien les biens des soldats camerounais qui ont commis ces exactions. Ils ont été arrêtés. Et plus proche de nous, l'affaire Ngarbou. On vous a d'abord dit que l'armée n'avait rien à voir, jusqu'à ce qu'un rapport de la présidence vienne confirmer que c'est l'armée qui avait perpétré ces faits-là. L'affaire Ouazizi rentre dans la même ligne des mensonges du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense n'avoue jamais les crimes et les bavures, parfois commis intentionnellement par ces soldats contre la population civile. Et le communiqué qui a été rendu va dans la même ligne. Moi, je pense qu'il faut prendre cette affaire très au sérieux. Très au sérieux parce que ce qui s'est passé avec Samuel Ouazizi, c'est un crime politique, je dirais même politique. Ça n'a rien à voir avec le droit. Parce que le droit a été carrément mis de côté dans l'affaire Ouazizi. Si nous revenons dans le code de procédure pénale, parce que le code de procédure pénale a prévu toute une nomenclature de droits à un citoyen. À partir du moment où il est interpellé, pendant les enquêtes, le citoyen a des droits et à la fin des enquêtes, ce citoyen a des droits. On en parlera tout à l'heure. Nous pensons que le communiqué du ministre de la Défense, c'est vraiment une diversion. Et le SIF a demandé à ce qu'on ouvre une enquête. Parce qu'il s'agit d'un crime de trop. Combien de civils va-t-on assassiner dans le sud-ouest et le nord-ouest pour arrêter cette guerre? C'est un civil de trop. Voilà un citoyen non armé qui n'est pas arrêté dans un front de guerre, qui répond volontairement à une convocation et qui est tué. Je dis bien qui est tué. Parce que les tortures, vous savez, les tortures, il y a des actes que quand vous posez, on connaît le résultat. C'est la mort subite. Après ces précisions que vous apportez, Maître Lavoisier Tshapi, j'aimerais avoir la réaction de l'honorable député Samuel Motte sur le cas de ce journaliste Samuel Ouazizi, décédé depuis août 2019. L'information a été révélée au grand public par Equinox Télévision et confirmée quelques jours plus tard par le responsable du ministère, le responsable de la communication au ministère de la Défense. Comment vous réagissez suite au choc et à la consternation des Camerounais sur le fait que la nouvelle soit rendue publique officiellement 10 mois après le décès du concerné? Maître Sapi a cru devoir, peut-être pas de formation professionnelle tout à l'heure, citer une batterie de tests juridiques qui ont pour vocation à protéger la vie humaine. Pour ma part, il me semble qu'au-delà des points même de droit, le droit à la vie est de l'ordre de l'humanité. C'est-à-dire que, de ma compréhension, on n'a même pas besoin d'une architecture juridique pour pouvoir dire telle ou telle personne a le droit à la vie. Et là, nous avons un citoyen camerounais qui malheureusement a perdu la vie dans des circonstances qui restent à élucider. Je voudrais d'ailleurs que vous me permettez, comme l'a fait tout à l'heure le représentant du maître Tanfou, d'adresser mes sincères condoléances à la famille ainsi éprouvée, parce que je peux également imaginer la peine qu'elle a l'air aujourd'hui d'attendre en plus quelques mois plus tard, selon vous, mais assez rapidement selon le communiqué du ministère de la Défense qui a pu apprendre ce décès. Cela dit, je voudrais également immédiatement ajouter que lorsque souvent je vous ai dit que la République doit être stable, lorsque je vous ai dit que le respect, parce que là également quand il parle de dispositions judiciaires, il évoque le respect d'un certain nombre de valeurs communes que la République nous impose et qui doivent être énormément partagées. Nous arrivons à connaître ce drame-là parce qu'effectivement, il y a une certaine insécurité qui s'est installée quelque part. Et dans le cadre de cette insécurité-là, que nous déplorons, et qui est censée malheureusement par un certain nombre de Camerounais, nous pensons qu'effectivement que des activités qui se passent au nord-ouest et au sud-est aujourd'hui, qui nous ont amenés à une situation d'insécurité, sont à condamner parce que malheureusement, en de pareilles périodes, il peut arriver plein de choses, y compris les bavures, et au-delà même des bavures, des gens qui perdent leur vie alors qu'ils vaquent tout simplement à leur occupation au quotidien. Et en cela,
il y a un arsenal juridique, effectivement, là, il va revenir vers lui pour pouvoir lui dire effectivement que la loi de 2014 sur la répression des actes de terrorisme existe. Et que dans le cadre de cette loi-là, on peut effectivement arrêter un citoyen, peut-être assez honnête, mais le temps également de lui poser un certain nombre de questions pour pouvoir établir la vérité. La quatrième chose que vous voulez ajouter, attendez, je reviendrai là-dessus. Dans le cadre de la loi, et 2 semaines plus tard, il décède de sepsie sévère. Vous ne m'avez pas suivi ce que j'ai dit depuis le début. Ça justifie le fait qu'en 2 semaines, je réponds à la question après. Une personne qui a le statut d'un journaliste, qui est arrêté, transféré dans une caserne militaire, ensuite transféré à Yaoundé, et 2 semaines plus tard, il décède. Très bien. Très bien. Vous voulez, si vous m'avez laissé terminer mon propos, j'allais vous dire que, comme ça s'est passé à Garbou et à l'extrême nord, en ce qui concerne un certain nombre de massacres que nous avons enregistrés, il ne vous a pas échappé un seul instant que le président de la République a demandé une enquête. Et je voudrais effectivement qu'on gagne cette sérénité-là, qu'on garde une certaine sérénité à attendre froidement l'ensemble des résultats qui émaneront de cette enquête-là pour pouvoir... Mais aucune enquête n'a été annoncée officiellement jusqu'ici. C'est un diplomate français qui, au sorti d'une audience avec le chef de l'État, a fait savoir que le président de la République lui a promis qu'une enquête sera menée. Officiellement, aucune autorité camerounaise n'a annoncé une enquête concernant cette situation. Et si cette promesse a été faite, je peux également vous apporter ma modeste assurance qu'elle sera tenue parce que le chef de l'État est à cheval sur l'humanité, premièrement, mais également sur le respect des règles de droit. Et quand on vous dit effectivement qu'il y aura une enquête qui sera faite, elle sera faite, parce qu'il en va de l'intérêt de tout le monde. Il en va de l'intérêt, effectivement, de nos citoyens, mais il en va également de l'intérêt des institutions, parce que si on commence à douter de nos institutions, effectivement, c'est la porte ouverte à tout. Mais c'est pour cette raison-là que je voudrais effectivement que l'on reste serein à attendre froidement. Parce que là également, sauf que, c'est-à-dire, vous me poser une question. Est-ce que c'est normal qu'on puisse arrêter un journaliste et qu'il perde cette torture? Je vous ai dit au début de mon propos qu'au-delà même des histoires de la mort, que ça peut aider, je préfère mourir d'une mort froide que d'être préalablement torturé avant de mourir. Donc la torture en elle-même, elle est condamnable. Cela dit, vous devez prendre en considération le fait qu'il y a une certaine insécurité qui a été imposée aux citoyens camerounais qui s'est installé à un endroit, mais également, deuxièmement, pour pouvoir terminer mon propos là-dessus, ne focalisez pas votre attention sur le fait que c'est un de vos confrères. Je peux également comprendre que vous puissiez avoir des partages corporatistes, je vous le concède, mais il n'y a pas une profession qui vous confère une certaine immunité. Ce qui est regrettable ici, premièrement, il pourrait résumer, il y a une insécurité qui est créée, encensée, et qui s'installe dans le nord et sud-ouest, qui fait qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, un certain nombre de personnes perdent leur vie. Que ce soit des gens qui sont au front aujourd'hui avec des armes à la main qui perdent, et que ce soit comme celui-là qui a été considéré comme étant un auxiliaire de cette bataille-là, en attendant bien entendu, je reviens là-dessus, que l'on puisse nous produire les résultats de l'enquête. Vous voyez très bien que la situation elle-même, elle est un grand vecteur d'un certain nombre d'actes ou alors de conséquences que nous sommes en mesure aujourd'hui de regretter. Et je vous précise là également, la mort du journaliste, pour ma part, quelles que soient les circonstances, doit être regrettée. Après vous, honorable député Samuel Motte, il faut préciser, maître Richard Tanfou, que le ministère de la Défense indique que c'était un logisticien de divers groupes terroristes soupçonnés d'être en intelligence avec ces groupes et de les aider pour pouvoir transporter du matériel visant à leur permettre de commettre les actes terroristes, et qu'il a été arrêté dans le cadre de ces opérations de sécurité, et que sa famille était bel et bien informée à la fois de son transfert à Yaoundé, de sa prise en charge médicale et de son décès des suites de sepsie sévère. Comment vous réagissez suite à ces informations publiées dans le communiqué du ministère de la Défense? Cédric, je ne suis pas en train de dire que Samuel Ouazizi est un saint. Ce que je déplore, ou bien ce que les avocats déplorent, c'est que lorsque un citoyen a des soucis avec la justice, le code de procédure pénale dit qu'il est présumé innocent. Donc, on n'a pas permis aux avocats d'assister à ces investigations pour pouvoir rassembler autant d'éléments qui devaient nous conforter dans la position de savoir qu'il était un logisticien qui travaillait avec des terroristes ou des sécessionnistes. Moi, je pense pour ma part que si on avait laissé les avocats exercer leur métier comme la loi le demande, même le gouvernement ne serait pas surpris par ce communiqué.
elle allait pouvoir plus s'accrocher sur l'avocat qui a peut-être assisté son client pendant l'audition, qui a même contresigné l'audition de son client pour dire que voici effectivement ce qui est ressorti de l'enquête et voici et voilà. Mais pour le ministère de la Défense, l'affaire est classée depuis août 2019 puisque selon ce communiqué, la famille était déjà informée à la fois du décès et même des conditions de prise en charge médicale. Est-ce qu'au niveau des avocats qui suivent cette affaire, ils étaient informés du transfèrement de Samuel Ouazizi depuis Buea pour Yaoundé? Voilà, nous vivons là un procès où on t'a arrêté, on t'a condamné et on t'a exécuté. Ça veut dire que les éléments de force de l'ordre qui l'ont arrêté l'ont sommairement jugé et ont constaté qu'effectivement il a trait avec les terroristes et ils l'ont assassiné. Voilà voilà l'image. Si, voilà l'image que cette procédure nous donne parce que et ça n'a respecté aucune procédure du coup. Les avocats ont été refoulés, torturés et on a s'est même moqué d'eux parce que pendant qu'ils sont devant la juge, parce que je vous rappelle qu'il y a une audience qui est prévue pour le 9. Donc ça veut dire que eux-mêmes encore sont devant les juridictions, puisque après le rejet de la première poursuite d'habeas corpus, ils ont encore introduit une deuxième. Et l'État a continué à jouer dans des dilatoires inutiles et il y a une procédure le 9 de ce mois, le 9 juin. Donc voyez-vous que le cas de Samuel Ouazizi nous donne à l'image que l'avocat dans ce pays ne sert à rien. Notre cours de procédure pénale, nous ne la respectons pas, ou bien les militaires, ou bien ceux qui sont en charge des investigations qui ont lié au terrorisme, ou bien ceux qui sont sur le front des combats, lorsqu'ils t'attrapent ou lorsqu'ils ont des soupçons sur toi que tu as des liens avec ces terroristes, ils peuvent sommairement t'arrêter, te torturer et te tuer. Voilà ce que Mais le communiqué dit qu'il est décédé de suite de sepsis sévère et non d'actes de torture ou de sévices corporels. Bon, je veux même croire, si effectivement il est décédé le 17 août 2019, pourquoi est-ce que la première procédure d'habeas corpus, le jugement a été rendu le 5 novembre 2019, pourquoi est-ce que le tribunal n'a pas pu profiter de cette opportunité pour dire, ok, vous avez introduit une procédure d'habeas corpus pour demander soit le corps vivant ou le corps mort de votre client. Effectivement, votre client n'est plus, il est décédé tel jour. Donc, pour vous dire que la communication du ministère de la Défense, pour moi, n'est pas la vérité. Parce que si ça avait été la vérité, même les juridictions devaient se saisir de cette opportunité pour éclairer les avocats qui étaient devant eux en train de réclamer des questions précises. Après, je voudrais sur cette procédure, Maître Lavoisier-Sapie, que vous soyez plus clair concernant les conditions à la fois de détention, ensuite les procédures judiciaires qui doivent permettre d'aboutir à un procès lorsqu'un individu, un citoyen, est soupçonné d'être en intelligence avec des groupes terroristes. Quelles sont les procédures en la matière? Et dans le cas de Samuel Ouazizi, sur la base des témoignages qui sont faits sur ce plateau, est-ce que ces procédures ont été respectées? Non, je ne pense pas. L'honorable Samuel Mod tout à l'heure a parlé de la loi sur le terrorisme. La loi sur le terrorisme définit uniquement les infractions. Mais pour la procédure, cette loi renvoie au code de procédure pénale qui est applicable devant toutes les juridictions du Cameroun. Et pour la procédure d'habeas corpus, la procédure d'habeas corpus prévoit que lorsqu'un citoyen estime qu'il est irrégulièrement détenu ou gardé à vue, qu'il n'y a pas un titre de détention, il saisit le tribunal de grande instance. L'adversaire de la partie qui saisit le tribunal de grande instance, c'est soit le procureur de la République ou le commissaire du gouvernement, dépendant de la personne qui a décidé de la détention. Maintenant, ce qui se passe devant le tribunal, c'est que quand vous déposez le dossier de habeas corpus, il est communiqué au procureur de la République. Et on enjoint au procureur de la République de présenter la personne avec le titre de détention pour que le tribunal vérifie si la détention est régulière ou irrégulière. Pour le cas de Samuel Ouazizi, ça c'est ce qui se passe, même quand c'est le tribunal militaire. Parce que les citoyens détenus devant le tribunal militaire irrégulièrement engagent des procédures d'habeas corpus.
Maintenant, pour le cas de Samuel Ouazizi, la première procédure qui a été introduite en août 2019, ses avocats ont amplié le procureur général du Sud-Ouest, qui s'est offusqué de ce qu'il est ampliataire d'une procédure, alors que c'est le procureur de la République qui devait gérer ça. Donc, il y a donc eu cette embrouille entre est-ce qu'il fallait que ce soit le procureur de la République ou le procureur général qui vienne, parce qu'il était question de présenter Samuel Ouazizi devant le juge. Et le commissaire, le procureur général et le procureur de la République de Buea, sentant que Samuel Ouazizi était désormais entre les mains de l'armée et qu'il ne pouvait pas le prendre pour le présenter, ont joué à ce dilatoire jusqu'à ce que cette procédure soit déclarée irrecevable. Ce qui a justifié qu'on relance. Et quand on relance, il est déjà décédé. Et les autorités judiciaires de Buea étaient au courant de ce que Samuel Ouazizi était déjà décédé. Avez-vous les preuves de ce que ces autorités étaient informées de cela? Oui, parce que moi j'ai lu le compte rendu du confrère qui a engagé la deuxième procédure. Il a fait une interview dans laquelle il a décrit toutes les frustrations et tout ce qu'ils ont subi. Parce que la procédure exigeait qu'on présente quelqu'un qui était déjà décédé et dont on n'avait informé ni les avocats ni la famille. Donc vous voyez que ça a été extrêmement pénible. Et par rapport à la procédure, elle prévoit que ce soit devant le procureur de la République ou que ce soit devant le commissaire du gouvernement. Normalement, comme je l'ai dit tantôt, le commissariat de sécurité publique de Mounia devait mener l'enquête. Quand vous menez l'enquête et vous constatez que c'est des faits de terrorisme, vous renvoyez devant le commissaire du gouvernement. Maintenant, la loi sur la compétence du tribunal militaire, elle a été, sur le fonctionnement du tribunal militaire, elle a été modifiée. Il y a une nouvelle loi qui date de 2014 sur le fonctionnement du tribunal militaire et qui donne désormais pouvoir au commissaire du gouvernement d'engager directement une procédure devant le tribunal militaire. Donc pour le cas de Samuel Ouazizi, voilà un citoyen qui se présente, qui répond à une convocation et qui est arrêté au commissariat. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette situation. Samuel Ouazizi est arrêté au commissariat, qui devait mener l'enquête, qui devait renvoyer son enquête devant le commissaire du gouvernement, lequel commissaire du gouvernement devait renvoyer Samuel Ouazizi directement devant le tribunal militaire pour être jugé. Et au niveau des enquêtes, je reviens au code de procédure pénale qui est applicable devant le tribunal militaire. L'article 119 du code de procédure pénale dit que à l'ouverture de l'enquête, quand vous ouvrez une enquête contre un citoyen, quel que soit ce qu'on lui reproche, que ce soit les faits de terrorisme ou autre, vous l'informez de son droit d'avoir un avocat. Et si cette personne vous dit « je choisis de prendre un avocat », vous ne pouvez pas l'entendre sans que son avocat soit là. Et dans toutes les unités d'officiers de police judiciaire, que ce soit les brigades de gendarmerie ou les commissariats de police, dans toutes ces unités, il y a le tableau des avocats. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun s'est arrangé pour que toutes ces unités aient le tableau de tous les avocats inscrits au barreau du Cameroun. Donc un citoyen ne peut pas dire qu'il n'a pas pris d'avocat parce qu'il est dans l'union. Non, il y a ces tableaux-là. Donc, lorsque au début, avant même l'ouverture de l'enquête, on vous informe de votre droit de prendre un avocat et par la suite, on vous dit, vous avez droit au silence. Et ces deux mentions doivent figurer dans le procès verbal d'enquête, sinon c'est un procès verbal qui est nul. C'est ce que la loi dit. Maintenant, l'article 122 du même code de procédure pénale prévoit que à partir du moment où vous avez commencé à entendre une personne, un suspect, parce qu'au commissariat ou à la brigade, c'est des suspects. Quand vous avez commencé à entendre un suspect, il y a un certain nombre de droits qu'il faut observer. À savoir que la personne a droit à un temps de repos pendant les auditions. Les auditions ne doivent pas être très longues. Et on doit indiquer le temps de repos qu'on a donné à la personne qu'on entend dans le procès verbal. Il a droit de se faire assister de son avocat. Il a le droit aux visites médicales. La personne qui est gardée à vue, qui est entendue, soupçonnée d'avoir commis une infraction,
il a droit aux visites médicales. Il a droit aux visites des membres de sa famille. Le procureur de la République ou le commissaire du gouvernement peuvent d'office demander une visite médicale. Ou alors si son avocat qui est présent pendant l'audition ou qui est autorisé à rendre visite à son client à tout moment, s'il se rend compte que son client est maltraité, il peut demander à ce qu'un médecin soit donné. Et la loi dit que dès que vous saisissez le procureur de la République, dans les 24 heures, on doit apporter un médecin. Ça n'a jamais été le cas pour Samuel Ouazizi. Et il n'a jamais bénéficié d'aucun droit prévu par les législations en vigueur relativement aux enquêtes. Il a été gardé au secret, ce qui ne cadre avec aucune loi. Aucune loi ne permet déjà que l'unité où il a été amené, c'est une unité inappropriée. Et ensuite, gardé au secret, ça ne cadre avec aucune loi. Et sur son transfèrement de Buea à Yaoundé, que prévoient les procédures? Est-ce que pour vous, ce transfèrement était légal au regard des faits relatés jusqu'ici? C'est une autre illégalité. Parce que je défends des centaines d'anglophones devant le tribunal militaire de Yaoundé. Des anglophones qui sont arrêtés dans le sud-ouest et le nord-ouest. Nous avons constamment posé le problème. Le tribunal militaire de Yaoundé, en matière de terrorisme, n'est compétent que dans une région qui est placée en état d'urgence. Prévu par l'article 9 de la Constitution. Relisez l'article 9 de la Constitution. Si une région n'est pas placée en état d'urgence, on ne peut pas arrêter un citoyen dans cette région et le transférer à Yaoundé. Puisqu'il y a les tribunaux militaires dans les 10 régions. Ces tribunaux sont compétents pour juger les gens qu'on arrête là-bas. Après, on ne peut le transférer à Yaoundé qu'au cas où on a décrété l'urgence. Or, on n'a jamais, depuis 2016, le gouvernement n'a jamais décrété l'état d'urgence dans le sud-ouest. Après, vous mettez la voie de Sapi. Il suffit donc que M. Ouazizi, arrêté là-bas, se retrouve à Yaoundé et qu'on le déclare mort. Après vous, Maître Lavoisier de Sapi, Edmond Kamgial, il y a ce communiqué du responsable de la communication du ministère de la Défense qui a mis au grand jour de nombreuses incongruités et incohérences que vous tenez à relever. Lesquelles? Oui, il faut le dire, c'est un communiqué très maladroit parce qu'il lui était plus simple, après l'information donnée par Equinox Télévision sur la mort de Samuel Ouazizi, de faire un mea culpa, de reconnaître que Samuel Ouazizi est effectivement décédé le 17 août 2019 par exemple. Nous prions la famille de bien vouloir prendre attache avec nos services et indiquer où est-ce que la famille peut les rencontrer pour prendre possession de la dépouille. Ça aurait été plus simple, un communiqué comme celui-là, qu'on ne serait pas là aujourd'hui dans une polémique inutile. Mais le ministère de la Défense estime que la famille était déjà informée du décès de Samuel Ouazizi depuis août 2019. C'est du moins ce qui ressort de ce communiqué. C'est une autre incongruité, parce que nous avons été sur le terrain, la nouvelle expression comme Radio Equinox, Equinox Télévision, nous avons rencontré les membres, dans le cadre des investigations que nous avons faites, on a rencontré les divers membres de la famille. Aucun membre de la famille ne reconnaît avoir été contacté ni par la police, ni par l'armée après le transfèrement de Samuel Ouazizi à Yaoundé. Ils ont été totalement déconnectés. Ils n'ont eu aucune information. C'est Equinox Télévision qui les informe que leur frère, que leur parent est mort. Ils ne savaient même pas que leur parent est mort, que leur frère, leur fils est mort. C'est nous qui les informons. Mais c'est pour cela que je disais qu'il y a une incongruité terrible. Parce que le communiqué, il est vous savez, ça fait mal dans une circonstance comme celle-ci d'avoir un communiqué officiel d'un porte-parole du ministère de la Défense qui dit des choses inexactes. Je dis et je répète, la famille de Samuel Ouazizi n'a jamais été informée par l'armée de la situation que vivaient leur fils, leur frère à Yaoundé. Les avocats n'ont jamais été informés de la situation que vivait Samuel Ouazizi à Yaoundé. Ils ont pris toutes les dispositions. Ils ont rencontré les tribunaux. Ils sont même... l'affaire est même pendante, puisque tout à l'heure, M. Tanfou nous disait que le 9 juin, il y a une audience encore. Si les magistrats avaient pris la peine, si l'armée avait pris la peine d'informer les magistrats
connaissant qu'une procédure est en cours, pourquoi n'ont-ils pas informé les magistrats que dans telle affaire, sachez que ce monsieur est décédé, Samuel Ouazizi est décédé, donc ce n'était plus nécessaire de continuer une procédure judiciaire. Voilà une autre incongruité au niveau de l'interpellation, de l'arrestation, du transfèrement, parce que ce sont des irrégularités qui ont justifié la procédure d'habeas corpus des avocats. La manière dont il a été traité, voilà une autre affaire, voilà une autre chose importante, parce qu'on dit qu'il est mort de sepsis sévère. Rencontrez n'importe quel médecin, il vous dira ce que c'est qu'une sepsis sévère. C'est une infection généralisée. Mais d'où peut venir cette infection généralisée qui peut provoquer une septicémie? C'est qu'il y a eu une infection, il y a eu probablement une blessure. Mais d'où viendrait la blessure qui provoque une infection qui se généralise? Pas en rajouter. Non, nous n'en rajoutons pas. Je vous prie, monsieur Mode, laissez-moi expliquer. Allez-y, je vous ai Parce que vous n'avez pas répondu à cette question. Quand vous avez posé la question de savoir la question ne m'a pas sur été le communiqué, la question vous avez également posée, vous n'avez pas répondu. Je parle à sepsis sévère, qui est une infection généralisée. Mais il y a eu sûrement une infection quelque part quand il est parti de Buea à Yaoundé et qui a justifié son internement, son hospitalisation à l'hôpital militaire. On ne peut pas l'hospitaliser tant qu'il est en bonne santé, comme l'avait prétendu, il faut le dire. Le gouverneur, votre hospitalisation. Et puis pour compléter ça, là, justifie le mauvais traitement et les sévices. Et je disais également que ce communiqué est maladroit. Je l'ai expliqué tantôt. Le mea culpa qu'on aurait dû faire pour éviter toutes sortes de problèmes. La famille n'a jamais eu les informations sur la situation de Samuel Ouazizi. Les avocats n'ont jamais eu des informations sur la situation de Samuel Ouazizi. Et nous nous retrouvons dans une situation où, au lieu que le porte-parole du gouvernement, en tout cas le ministère de la Défense, parce qu'il parle au nom du ministère de la Défense, nous sortons d'une situation où il y a eu beaucoup de drames, beaucoup de tragédies, qui nous ont régulièrement donné raison. Et je citerai le cas le plus récent, l'affaire Garbo ici. Il y a un ministre du gouvernement qui avait prétendu que nous cherchons à déstabiliser le Cameroun avec les ONG et que l'information qu'on produisait n'était pas la bonne. Mais le communiqué qui fait la synthèse du rapport de la commission d'enquête menée dans l'affaire Garbo nous a donné globalement raison, pas totalement raison. Je dis bien globalement raison parce qu'il y a une polémique sur le nombre de morts de Garbo. Ils sont au moins passés de 5 morts à 13 morts. Mais nous pensons qu'il y a eu une vingtaine de morts en Garbo. Ce n'était qu'une parenthèse. Disons que pour chuter, l'image du Cameroun, une fois de plus, s'en trouve dans des situations inadmissibles et inacceptables. Voilà comment un communiqué maladroit, un communiqué qui donne des informations inexactes, après l'information que nous avons donnée, il n'y a que 2 ou 3 choses qui ont été confirmées par rapport à l'information que et Télévision a donnée. Et c'était l'essentiel. Ce communiqué aurait pu s'arrêter au fait qu'effectivement il est décédé, comme un média l'a déclaré. Effectivement, il est décédé en août 2019, le 17 août. Et s'arrêter là, plutôt que de terminer le communiqué par des commentaires désobligeants, indélicats, indécents, maladroits, une fois de plus. Parce que j'espère que vous permettrez qu'on revienne sur les commentaires. On va en parler tout à l'heure. Avec vous, honorable Samuel Motte, lorsque vous suivez les explications des avocats proches du dossier de l'affaire Ouazizi, que ce soit pendant 10 mois, qu'ils aient mené autant de procédures pour tenter de rassurer la famille sur le sort réservé à leurs frères, à leur époux, à leur père, et que ce soit 10 mois plus tard, que le ministère de la Défense, à travers son porte-parole, du moins responsable de la communication, réagisse, affirmant que la famille était informée depuis août 2019. Pourtant, l'information a été rendue publique pour la première fois sur les antennes d'Equinox Télévision le 2 juin 2020. Comment expliquer cette communication au sommet de l'État concernant les cas des personnes arrêtées et qui décèdent en détention? Je vous dis bien, c'est ce que j'ai répété tout à l'heure, quelles que soient les circonstances dans lesquelles un homme est appelé à perdre la vie, il faut chercher à comprendre pour pouvoir éviter de pareils drames.
C'est pour ça également qu'on a créé des hôpitaux pour pouvoir voir si quelqu'un est malade, effectivement, il faut le soigner. Mais il peut arriver également que dans le cadre des incidents qui ont été créés dans le nord et sur le sud-ouest, que les gens perdent leur vie parce qu'ils sont des porteurs d'armes, soit parce qu'également ils alimentent ce réseau-là de près ou de loin. Mais ça peut également arriver du fait qu'il y a eu une bavure. Et pour pouvoir éviter des bavures, ça veut dire effectivement qu'il ne faut pas créer des conditions qui puissent, à l'intérieur de la République, amener à des erreurs de jugement qui peuvent faire en sorte qu'une personne puisse perdre une vie. Cela dit, je voudrais également que dans le cadre des dossiers comme cela, je voudrais m'abriter encore une dernière fois sur l'enquête qui a été prescrite par le président de la République et qui nous donnera certainement un certain nombre d'éléments qui nous permettront de voir un peu plus clair. Cela dit, je souhaiterais que l'on prenne un peu de la hauteur quand on traite de pareils actes, parce que très souvent, il ne faudra pas que notre opinion partisane puisse venir également exacerber l'opinion qui est surtout sensible à faire en sorte que de pareils éléments ne se produisent pas. Quand vous posez la question à Maître Sapé en disant effectivement, est-ce que la procédure a été respectée? Oui, quand je suis la plupart des avocats, au moins aux premières heures de l'enquête, vous voyez très bien que l'ensemble de l'arsenal juridique ou alors de l'assistance dont a besoin Samuel Ouazizi est mise en branle. Maintenant, il faudra également prendre la hauteur pour pouvoir dire que lorsqu'effectivement qu'on est dans un champ militaire, il faut dissocier la procédure judiciaire qui pourra amener à une condamnation éventuelle. Lorsque effectivement on pense que vous avez soit commis un crime, soit un délit, à ce moment-là, la procédure telle qu'elle est décrite dans le code de procédure pénale doit s'appliquer avec sa plus grande fermeté. Mais vous pouvez également admettre que dans un champ de combat, qu'il y ait une procédure en marche, tout au moins au début, qui voudrait que, non pas dans le sens de vouloir faire une justice sommaire, que je souhaiterais également qu'on ne dise pas qu'elle existe au Cameroun et qui serait condamnable s'il n'avait jamais existé, que dans le cadre des investigations qui puissent permettre à l'armée de prendre un certain nombre de renseignements, que l'on puisse interroger quelqu'un qui, par essence, au départ, on a considéré comme étant un logisticien. Et là, on n'est pas dans le cadre de la procédure pénale qui, elle, a pour vocation uniquement de savoir si on inflige une peine à quelqu'un ou pas. Dans le cadre, effectivement, je peux imaginer. Mais il faudrait également qu'il n'exclue pas d'explorer pour être plus juste et pour être plus, comment dirais-je, plus complet dans la matière, pour pouvoir dire effectivement, il y a une procédure pénale qui pourrait s'appliquer dans le cadre du code de procédure pénale, mais également il y a une pratique militaire qui voudrait que lorsqu'on a arrêté une personne, qu'on puisse utiliser, il y a un terme que je recuse d'ailleurs qui est celui de l'exploitation, parce que je pense que ce texte-là il est dégradant, qu'on puisse tout au moins l'interroger pour pouvoir voir si à travers cette interrogation on puisse avoir des éléments supplémentaires qui permettra de neutraliser les gens qu'on a en face. Quel était l'intérêt pour des militaires de venir extirper un civil qui était déjà placé en détention au commissariat de Mouya et un commissariat qui était en train de mener ces investigations-là? Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre d'une pratique légale? N'insistez pas sur le statut de civil. Ce statut de civil-là, il est précaire. Chaque fois que vous m'avez posé la question en ce sens-là, effectivement, ça a constitué un sujet de divergence entre nous. C'est le civil qui devient militaire. C'est le militaire également, peut-être en fin de carrière, qui peut redevenir civil, peut-être même en démissionnant. Et donc, ce n'est pas un statut permanent. Dans le cas, effectivement, de ce qui a été reproché, en espérant, effectivement, qu'il avait suffisamment d'éléments pour pouvoir se défendre, un logisticien n'est plus civil, puisqu'il participe de la guérilla. Et dans le cadre de cette participation-là, et là encore une dernière fois, je voudrais avoir une position de neutralité que je souhaiterais également que Maître Sapi et Maître Tonfak aient, c'est de dire, effectivement, dans le cadre de ces procédures-là, attendez, on peut être amené à retenir quelqu'un. Et encore là aussi, dans le cadre d'une enquête comme celle-là, où on veut extraire un certain nombre d'informations pour pouvoir les utiliser dans le champ de guerre, vous voyez très bien que votre notion d'habeas corpus, elle est duliée. Parce que là, on n'est pas dans une situation de procédure judiciaire. On est dans une enquête militaire qui peut amener nos opérationnels qui méritent également, qui méritent également protection dans le champ de guerre, qu'ils aient des informations qui leur permettent eux-mêmes de se protéger, mais également d'avoir des résultats qui leur permettent également d'être un peu plus efficaces sur le terrain. Mais encore une dernière fois, je voudrais revenir là-dessus. C'est regrettable que dans le cadre qu'on ait ce genre
de personnes qu'on arrête, parce qu'il y a un événement qui a été créé de toutes pièces au Cameroun, et ce serait bien qu'on sorte au plus vite là-dessus, parce que, autrement dit, vous nous pleurons cette mort-là, elle n'est pas la seule, comme il a dit tout à l'heure, Edmond Kamga. Il y a d'autres gens qui meurent dans le champ de bataille. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui parce qu'ils sont porteurs de fusils. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils défendent la République. Il y a des gens qui meurent qui peuvent être également là aussi des victimes collatérales. Il y a des gens également dont la vie est mise en lambeaux aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas vaquer à leur occupation quotidienne. Nous nous apesantions pas surtout sur ce problème-là. Attendons sereinement qu'il y ait les résultats de la commission d'enquête, et à ce moment-là, effectivement, s'il y a des gens qui ont enfreint soit la loi, soit un certain nombre de règles d'ailleurs qui peut également ressortir du code militaire parce qu'ils ont fait des pratiques qui n'étaient pas recommandées, qui sont réprimées notamment par les conventions de Genève, ils seront sévèrement condamnés. Et je pense qu'également, comme on l'a fait pour Gargou et pour l'extrême nord, ces condamnations-là également seront rendues publiques. Après vous, Samuel Motte, Maître Lavoisier de Sapi, des pratiques militaires qui pourraient justifier l'exploitation d'un citoyen soupçonné d'être en intelligence avec divers groupes terroristes. Cela peut-il se justifier dans le cas de l'affaire Ouazizi? Pas du tout. Pas du tout. Ce que vous dites là, ça m'inquiète. Non, vous n'avez pas être inquiet. Oui, au vu de votre statut de député. Parce que si vous soutenez des choses comme ça à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'on rentre dans un état de non-droit au Cameroun. J'attends les arguments. Pour le cas de Samuel Ouazizi, il n'a pas été arrêté par des militaires. Je regrette. Il n'a pas été arrêté par des militaires. Il a répondu à une convocation, à un commissariat de police. Il a répondu à une convocation. Je peux rebondir à votre... Et vous savez que, au niveau du commissariat, on pouvait bel et bien organiser une enquête conjointe. C'est-à-dire une enquête au cours de laquelle on retrouve les officiers de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire font venir les éléments de la sécurité militaire qui suivent l'enquête en même temps qu'eux. Mais le gars reste gardé à vue au commissariat. Là vous progressez. Donc, ça veut dire que vous admettez ne pouvez pas dire que en marge de l'instruction judiciaire, que l'on puisse envisager également une enquête qui aurait uniquement pour vocation de retenir... Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Là, vous progressez. Je dis qu'un citoyen civil, parce que nous sommes là, Ouazizi n'est pas un militaire. Ce n'est pas un terroriste. Pour ce qui lui est reproché... C'est un citoyen civil, avec une profession connue, journaliste. Et personne ne conteste sa qualité de journaliste, parce qu'il exerçait effectivement ce métier. Là, je ne suis pas d'accord. Voilà un civil qui répond librement à une convocation dans un commissariat de police. Il n'a pas été arrêté dans un quelconque front de guerre. Non. Et ce que je dis, c'est que si l'armée veut avoir des informations, l'armée peut envoyer 2 enquêteurs au commissariat pour dire, pendant qu'on entend ce monsieur, suivez ce qu'il dit et voyons si nous pouvons exploiter. Si vous avez dit ça au départ, je me serais tué. Mais vous n'avez pas envisagé l'hypothèse tout à l'heure. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Même là, c'est une procédure de commodité pratique. Ce n'est prévu nulle part dans la loi. Très bien. Le code de procédure pénale. C'est bien ce que j'ai dit aussi. À partir du moment où le citoyen est interpellé, mis sous main de justice, il n'y a pas de loi, il n'y a que le code de procédure pénale qui s'applique. Et je pense que le cas de Samuel Ouazizi doit nous interpeller tous. Parce que ce cas est hautement politique. Vous savez que le RDPC, depuis 1990, fait tout pour imposer au Cameroun la pensée unique. Et on a constaté que, d'abord, en 1990, le RDPC a marché sur l'ensemble du territoire pour s'opposer à l'entrée du multipartisme au Cameroun. Quand on lance le SIF, 6 militants sont assassinés. Quand le multipartisme entre au Cameroun, c'est bien ce que le RDPC, écoutez, ça c'est la réalité politique au Cameroun. Le RDPC a avalé tous les partis du Grand Nord. Pour que, au Grand Nord, vous avez Bello Boba Maïgari qui est allié du RDPC. Issa Chiroma, allié du RDPC. Dakole Dassala, allié du RDPC. Tout ça, tous ceux qui ont créé le parti au Grand Nord sont alliés du RDPC. Pour imposer la pensée unique, pour dire que, quelles que soient les frustrations que vous vivez au Grand Nord, vous réfléchissez comme le RDPC, c'est-à-dire un état de non-droit. Vous avez amené cette réflexion dans le sud Cameroun, en commençant par avaler l'UPC, à travers le ministre Kodok, et aujourd'hui, vous avez remplacé le RDPC par le PCRN,
de Cabral Liby. Moi, je pense que... Je vous en prie. Le Cabral Liby ne s'est jamais reconnu d'être un parti allié au RDPC. Le PCRN n'a jamais officiellement connu d'avoir des liens avec une alliance quelconque avec le RDPC. Il faudrait qu'on puisse le dire concernant Cabral Liby et le PCRN. L'idée de la liberté de la presse au Cameroun et ces journalistes qui sont victimes de torture et de sévices et qui décèdent en détention. Je vous en prie. Oui, je pense que depuis 1990, où la liberté de la presse a été instituée dans notre pays, le gouvernement s'efforce au fil des ans à réduire cette liberté de la presse à sa portion congrue. Il me souvient que le feu Pius Ndiaye, dans son journal Le Messager, un jour s'était interrogé. Qu'est-ce qui est arrivé au président de la République lors d'une finale de Coupe du Cameroun, où le président s'est absenté toute la deuxième mi-temps? Nous sommes en quelle année? Nous sommes dans les années 95-96. Non, pas du tout. Bien avant. Monsieur Pius Ndiaye s'est interrogé sur la santé du président. A-t-il eu un malaise? Ça lui a valu 9 mois de prison. Je faisais partie du collège des avocats de Pius Ndiaye. Ça lui a valu 9 mois de prison pour s'être interrogé uniquement sur la santé du président. Depuis que la loi sur le terrorisme que vous avez évoquée est entrée en vigueur, le SIF et beaucoup de partis politiques de l'opposition et même de la société civile, nous avons dénoncé cette loi comme étant une loi qui vise à bâillonner la liberté d'expression au Cameroun. D'abord, les partis politiques ont été victimes et aujourd'hui, on ne peut pas compter le nombre de journalistes qui ont été soit emprisonnés et qui sont même morts pour certains en détention. Samuel Ouazizi, ce n'est pas le premier cas, on en a connu. Et dans le cas de Ouazizi, maître Lavoisier Sapi, pourquoi le ministère de la Défense, dans sa communication, accuse certains médias et organisations internationales de diaboliser l'armée pour avoir donné l'information sur la mort de ce journaliste-là? Vous savez, nous sommes dans un contexte politique où il faut avoir beaucoup de courage pour dénoncer un certain nombre d'abus. Et Equinox Télévision est resté dans sa ligne éditoriale d'informer le Cameroun, les Camerounais, d'éduquer les Camerounais. Equinox Télévision est resté dans sa statue de contribuer à l'avènement d'un Cameroun démocratique. Et c'est quelque chose d'extrêmement pénible dans une société où il y a officiellement le multipartisme, mais officieusement, on n'accepte pas ce multipartisme. On vous dit verbalement qu'il y a la démocratie, mais on n'accepte pas cette démocratie. Et la liberté de la presse, la liberté d'informer le citoyen, c'est une liberté qui est capitale. C'est un droit de l'homme. Il vous souvient que Equinox Télévision avait été indexé par le ministre de l'administration territoriale comme étant l'un des médias qui ont été achetés, etc., pour raconter des mensonges sur la tête de l'État. Mais le ministre de l'administration territoriale a été désavoué par une enquête présidentielle. Je pense que, en tant que responsable, ce ministre devait démissionner de lui-même. Parce que quand vous êtes désavoué par votre hiérarchie, ça veut dire qu'on ne vous fait plus confiance. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, Equinox Télévision a pris son courage à deux mains en dénonçant une situation que l'État reconnaît à travers le communiqué du ministre de la Défense. Le communiqué du ministre donne raison à Equinox Télévision, mais ne donne pas raison en tout. Au lieu de reconnaître tout le tort, moi je pense que Equinox Télévision est en train de faire un travail formidable d'information et d'éducation des Camerounais. Dans le cadre d'une loi républicaine. Parce que, oui, s'il y avait la moindre infraction pénale que le ministre de la Défense pouvait reprocher à Equinox Télévision, le ministre de la Défense aurait ressorti cette infraction dans son communiqué. Et je vais vous dire que la seule infraction qu'on peut reprocher à Equinox Télévision, c'est peut-être la diffamation. Mais le ministre de la Défense s'est senti coincé parce que vous ne pouvez pas reprocher à Equinox Télévision des faits que vous êtes en train d'avouer. Equinox dénonce des faits, vous avouez.
Equinos dit que Ouazizi est mort en août 2019. Vous avouez qu'il est mort en août 2019. Vous allez reprocher quoi à Equinos Télévision? Rien du tout. Justement, et je pense que oui. Equinos Télévision, vraiment, vous faites un travail formidable. Et il faut continuer à faire ce travail malgré toutes les contraintes. Je voudrais et malgré de réagir. D'abord, Richard Tamfou, lorsqu'il y a ces propos du ministère de la Défense, dont le porte-parole chargé de la communication indique qu'il y a certains médias et organisations internationales qui diabolisent l'armée à travers des informations erronées et inexactes sur une pseudo-disparition de Samuel Ouazizi et dont les lignes éditoriales sont bien connues et qui visent à déstabiliser et démoraliser les forces de sécurité et de défense engagées pour la protection des populations. Un tel commentaire dans un communiqué concernant l'affaire Ouazizi, comment vous réagissez? Ça, c'est de la mauvaise foi gouvernementale parce que aujourd'hui, nous parlons, parce que c'est le cas de Ouazizi. Imaginez-vous un seul instant combien de personnes qui n'ont pas une réputation ou bien une profession connue comme ce journaliste. Ce qui se passe lorsque déjà la communication du ministère de la Défense ne peut pas vous donner des réponses ou bien des précisions sur un fait. Donc c'est pour vous dire que c'est de la mauvaise foi venant du ministère de la Défense qui veut repousser ou bien qui veut indexer ou bien chercher je ne sais pas quoi sur des chaînes de télévision ou bien des ONG qui font très bien leur travail. Moi je pense que aujourd'hui c'est ce journaliste, demain ça serait qui? Donc je pense que nous devons rester dans une logique de dénoncer à la dernière énergie, parce que si nous laissons ce cas passer, nous entrons dans un état où on peut facilement te kidnapper, tu disparais, on te torture et tu décèdes. Et même ta famille n'est pas au courant, on jette ton cadavre où ils veulent. Donc je pense que nous devons un peu être sérieux dans ce pays qui chante tous les jours que nous sommes dans un pays de droit. Et qu'aujourd'hui qu'on pense que, parce que sur le cas de Samuel Ouazizi, on peut accepter, sincèrement, si nous commençons à réfléchir dans ce sens, nous allons dans la rue. Lorsque un citoyen est arrêté, il est soupçonné, il bénéficie d'une présomption d'innocence qui doit être respectée. Si au cours des enquêtes, on retient des charges contre, qu'on le présente devant le tribunal, c'est le tribunal qui condamne, et non des éléments ou bien des militaires. Et mon confrère a si bien dit, qu'est-ce qui a pu bien empêcher que les enquêtes se déroulent au commissariat de Mounia? Rien du tout. L'enquête pouvait bien s'ouvrir là-bas. Et si pendant l'enquête, on découvre qu'il y a des éléments qui ont trait à la loi sur le terrorisme, la région du Sud-Ouest a un tribunal militaire. On allait tout simplement déférer le dossier devant le commissaire du gouvernement, qui pouvait maintenant commettre soit des enquêteurs militaires pour encore approfondir sur les infractions de terrorisme, ce qui n'a pas été. Donc pour vous dire que on a été d'une très très mauvaise foi, et quand ce genre de situation se présente devant toi, l'avocat, c'est frustrant, parce que quand on est malade, on sait que si on est malade, il faut se référer à un médecin. Et maintenant, pour un citoyen, quand il est en situation difficile avec la justice et qui ne peut pas se référer à son avocat, c'est vraiment regrettable. Après vous, Richard Tamfou, Edmond Kamga, les conséquences d'une telle affaire sur le plan judiciaire, sur le plan politique et dans le cadre de la liberté de la presse au Cameroun, quelles en sont les conséquences? Je commence par dire que ce qui s'est passé avec l'affaire Ouazizi, Samuel Ouazizi, en rappelant un peu les propos de deux personnalités importantes, Maximilien Gombe du REDAC, qui est responsable d'un réseau de défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, qui a assimilé l'affaire Ouazizi à une affaire de disparition forcée, une affaire d'exécution sommaire et surtout d'exécution extrajudiciaire. Et il y a le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, Denis Kwebo, qui a dit que le communiqué qui a été lu, signé par le porte-parole du ministère de la Défense, est un tissu de mensonges, n'est que provocation. Fin de citation. Maintenant,
je dois dire que cette affaire ne rehausse pas l'image du Cameroun et d'ailleurs inquiète sur la liberté de presse, sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse au Cameroun. C'est un très mauvais message lancé à l'endroit des médias, à l'endroit des journalistes. Parce que d'arrêter ainsi un journaliste, qu'il connaisse un sort comme celui-là, nous, journalistes du Cameroun, et même de l'Afrique, devons nous poser des questions sur la manière dont les journalistes sont traités au Cameroun. Donc, par rapport à la liberté d'expression, et notamment la liberté de la presse, je dois dire qu'il y a un gros travail à faire pour respecter les droits des journalistes au Cameroun. Ça, c'est seulement en ce qui concerne cet aspect-là. Mais je dois dire également que la dernière partie du communiqué du ministère de la Défense, du porte-parole de la Défense, qui parle de diabolisation, tentative de diabolisation de l'armée, je crois que ce n'est que pure diversion et distraction. Puisque cela ne concerne nullement Equinox, radio et télévision. Puisque au début, jusque dans le même communiqué, ils reconnaissent et confirment les informations données par Equinox Télévision. Donc, un même communiqué ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est-à-dire de confirmer les faits que nous avons donnés et de prétendre en même temps que nous faisons dans la diabolisation de l'armée. Non. Nous n'avons jamais diabolisé l'armée, bien au contraire. Nous respectons l'armée. Ce sont les institutions républicaines. Il est arrivé et chaque fois, si nous sommes en difficulté, si nous pensons que l'armée peut protéger les citoyens dans telle ou telle région, il n'est pas exclu que nous interpellons l'armée, que nous faisons des demandes d'informations auprès du CR de l'armée pour avoir des informations précises sur la situation des Camerounais ou des groupes de Camerounais en difficulté dans telle ou telle région. Donc, j'ai dit, cela ne nous concerne pas du tout. Mais c'est un mauvais message lancé à l'endroit de la presse, lancé à l'endroit de tous ceux qui croient aux droits de l'homme, aux droits fondamentaux au Cameroun. Après vous, Edmond Kamgia, au-delà de cette question relative à l'affaire Ouazizi, Samuel Motte, il y a le président du MRC, Maurice Kamto, qui s'est exprimé en début de semaine, s'opposant fermement à ce qu'il qualifie de succession de gré à gré, dont la manœuvre serait en cours au sommet de l'État, estimant que la priorité, c'est d'abord la résolution de la crise anglophone et la révision du système électoral et du code électoral, afin que de nouvelles élections soient organisées dans toute la transparence pour permettre aux Camerounais de choisir eux-mêmes, en toute souveraineté, leurs prochains dirigeants. Cette information a fait la une de plusieurs tabloïds qui se sont demandé si c'est une théorie du complot ou c'est une réalité au sommet de l'État. Vous qui vous apprêtez à assister à une deuxième session parlementaire d'ici la semaine prochaine, quel regard portez-vous sur cette interpellation de Maurice Kamto, interpellation adressée au gouvernement camerounais et au président de la République? C'est peut-être aussi et surtout un procès d'intention. Il me semble quand même que nous sommes régis par un certain nombre de lois et règlements. Et dans ces lois et règlements, il n'a été écrit nulle part que telle personne doit être succédée à l'autre de manière nommément. Maintenant, lorsque vous êtes entré dans ce cadre-là, effectivement, dès lors qu'il n'y a pas une interdiction, vous souffrirez que la voie puisse être ouverte à tout le monde. Dans le cadre, effectivement, des lois et règlements qui existent. Mais en même temps, c'est pour ça, effectivement, que je voudrais que vous me permettez de prendre encore une minute pour pouvoir revenir à ce que Maître Tapé a dit tout à l'heure, parce que je suis amusé dans leur intervention. Je suis à la fois, il faut dire, malheureux, mais à la fois amusé de voir qu'il peut, alterner dans la même intervention les notions d'État stalinien, qui est le nôtre, également de la liberté de l'expression quand il loue les vertus et le travail d'Equinox. Si Equinox fait effectivement, on peut s'accorder qu'il fait du bon travail à certains endroits avec la ligne éditoriale qui est la sienne, c'est justement parce qu'il y a des lois et des règlements dans la République qui font qu'il a cette liberté-là de le faire. Mais on ne peut pas dire à la fois on est stalinien, mais que Equinox existe. Si Equinox, effectivement, dans le cadre, il prend un certain nombre de libertés, c'est parce qu'effectivement qu'il y a des lois et des règlements qui le permettent. Mais encore une dernière fois, revenir là, maintenant à votre question, c'est des lois et des règlements qui décident les modes de succession dans une république camerounaise, sans des lignes de faciès quelconque. Ça également, avoir des a priori en disant dégagez-moi tout le monde sur la voie, sinon je ne passerai pas. C'est par rapport à votre argumentaire politique, par rapport au thème de campagne que vous abordez, par rapport à un certain vécu que vous avez, par rapport également à votre démarche que vous avez au quotidien vis-à-vis des citoyens, qu'on dira de vous, au sortir d'un scrutin,
que voilà telle ou telle personne qui a été élue. Mais cela veut dire également que lorsqu'on dit qu'il y a des lois et des règlements qui existent, ça en appelle aussi à notre propre responsabilité. On ne va pas à une élection présidentielle en aventurier. Il y a un certain nombre de dispositions, de postures qu'il faut prendre pour pouvoir dire effectivement, j'ai mené une bonne campagne, je l'ai gagnée. On ne sort pas au bout d'une élection alors qu'on sait qu'on a été... on n'a pas été à la hauteur et pouvoir dire effectivement, je pense que c'est moi qui ai gagné. Le jeu politique, la République tout entière nous appelle, nous interpelle à notre responsabilité propre. Et effectivement, quand on dit qu'il y a une loi, c'est les lois, c'est nous qui les faisons vivre au quotidien, à travers nos actes, mais également à travers des devoirs qu'elle nous impose. Dans le cadre d'une élection présidentielle, il faut savoir, dans le cadre d'une succession également, qu'est-ce que la loi, elle dit. Et je crois d'ailleurs que le président de la République lui-même s'est prononcé là à ce sujet. Nous ne sommes pas dans une monarchie. À partir du moment où nous ne sommes pas dans une monarchie, on sait très bien que pour pouvoir être président de la République demain, il y a une campagne électorale qu'il faudra faire. Mais donc ça ne sert à rien de rentrer dans ce genre de schéma. Mais après l'élection présidentielle de 2018, honorable Samuel Motte, tous les acteurs politiques se sont accordés à ce qu'il faudrait une révision du code électoral avant d'aller vers de nouvelles élections. Même les partenaires institutionnels du Cameroun ont préconisé cette réforme électorale pour permettre à ce qu'il y ait une meilleure transparence dans ce jeu dont vous en parlez. Nous pensons pour notre part que le cadre législatif qui encadre notre processus électoral aujourd'hui est transparent. Il est transparent parce qu'il est assis sur un certain nombre de piliers que nous tous nous connaissons. Avant, on disait effectivement qu'on savait très bien là où les gens allaient voter. Aujourd'hui, la cartographie des bureaux de vote est largement connue. Hier, on disait également que très souvent, quand vous êtes parti vous inscrire, en fonction de votre faciès, on pouvait vous dire, on prend sa carte, on vous donne une carte, on ne vous donne pas. Aujourd'hui, quand on passe inscrire avec le seul récépissé qu'on vous donne immédiatement, on sait que vous êtes électeur d'office, donc on ne peut pas vous contrarier dans votre droit à être électeur. Quand on dit effectivement que dans le cadre de ce système-là, il y a un pilier qui tourne autour de la transparence, la meilleure en ce qui me concerne, qui existe et qui est valorisée partout ailleurs, c'est la responsabilité des partis qui sont en cause, qui dit effectivement, je veux m'assurer et je veux sécuriser le vote qui m'appartient, également le vote de l'ensemble de mes concitoyens qui ont censé être dans la campagne et qui m'ont accompagné. Là, quand je vous parlais tout à l'heure de problème de responsabilité, l'OMRC en 2018, quand il dit nous avons gagné une élection présidentielle, n'a pas été à hauteur de sa propre responsabilité parce qu'ils n'ont même pas été présents dans les bureaux de vote. Et quand on insiste sur ce problème-là de dire effectivement, ils pensent qu'il y a des gens qui sortiront sur Mars et qui viendront totalement asexués et qui ne seront pas classés comme étant partisans de telle ou de telle autre personne. La seule voie qui existe partout ailleurs d'ailleurs, c'est de dire, là, les gens qui sont dans les bureaux de vote sont en mesure de dire, le vote a été régulier, et au sortir de là, lorsque les résultats ont été proclamés, et d'ailleurs ils le sont même au Cameroun de manière publique, la simple addition que l'on fera par la suite ne tiendra compte que de cette réalité-là. Lorsque vous êtes absent des bureaux de vote, me semble totalement incongru de pouvoir sortir après pour pouvoir dire nous connaissons les résultats puisque vous ne les avez pas vécus. Quelles que soient les modifications, mais encore une dernière fois, nous sommes en attente de ces modifications-là. Ça tourne autour de quoi? D'un bulletin unique. C'est quoi le bulletin unique? Le bulletin unique a pour vocation d'enlever un certain nombre de droits fondamentaux à ma grand-mère, à mon grand-père qui est au village, à un certain nombre d'entre eux qui, par les désagréments de l'histoire, n'ont pas pu avoir accès à cette éducation-là aujourd'hui qui nous est chère. Et donc, quand vous dites faites événement bulletin unique, le bulletin unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, ma grand-mère, lui, mon grand-père, lui, l'illettré du village, ne pourra pas être en mesure de dire je vais tenir un crayon pour pouvoir cocher que voilà mon candidat. Là également, donc, il faudra être sérieux parce que très souvent, quand on a dit, c'est beaucoup plus parce qu'on n'arrive pas à accepter sa propre responsabilité et son propre échec. Il faudra également qu'on ait une certaine culture dans notre place publique où les gens doivent se sentir en responsabilité. Lorsque je n'ai pas pu faire ma tâche, et finir là-dessus, je ne renvoie pas la responsabilité à une autre personne. Ça veut dire que j'ai échoué et il faudra également que je constate que j'ai effectivement échoué. Pour le RDPC, le système électoral est transparent et permet l'élection des dirigeants qui reflètent le suffrage exprimé par les Camerounais. Maître Richard Tamfou, pour autant, au sein du MRC, le président de votre parti politique
estime qu'il y a des informations selon lesquelles il y a des manœuvres au sommet de l'État pour en arriver à des réformes constitutionnelles pour une succession de gré à gré. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez au sein du MRC pour assener de telles assertions? Alors, Cédric, vous voyez, le président Maurice Kamto, c'est un homme stratège. Et si vous observez bien l'actualité... Des stratégies foireuses. Je vous en prie, Samuel Maud, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Allez-y, s'il faut interrompre une personne comme ça, vraiment, c'est bizarre. Bon, je ne veux pas rester dans ce genre de... Je disais tantôt que si vous regardez l'actualité politique du Cameroun tous ces derniers temps, avec le passage fréquent de l'ambassadeur de France au Cameroun, qui a des visites avec le président. La première, lorsqu'il y a une rumeur qui circulait, le président, l'ambassadeur de France est rapidement allé rencontrer le président, et c'est en ce moment que quelques informations peut-être ont filtré, et tout récemment encore, vous avez encore vu l'ambassadeur de France aller encore rencontrer le président pour le cas de Ouazizi. Donc je ne veux pas entrer dans les secrets du président Maurice Kamto, mais je sais que c'est un homme très avisé, très stratège. S'il dit quelque chose, il éveille la conscience des Camerounais sur un fait. Il faut faire très attention, parce que il ne dit pas ça pour faire plaisir au régime. On aurait bien voulu qu'il joue le jeu avec le régime, mais il reste dans sa posture d'opposant à ce régime, et il continue de revendiquer qu'il y a eu un contentieux post-électoral qui n'a pas encore été soldé, et que les Camerounais restent en éveil, parce que les informations qu'il a peut-être sur la main lui permettent de comprendre un certain nombre de manigances au sommet de l'État. Donc je pense que les Camerounais doivent être très attentifs. Pour le RDPC, ils estiment que le président du MRC doit accepter sa défaite de l'élection présidentielle 2018 et se préparer éventuellement pour d'autres échéances électorales, et non de distraire les Camerounais sur des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour actuellement. Que répondez-vous? Moi, je pense que c'est frivoleux, parce que depuis l'avènement du multipartisme, pourquoi est-ce que les Camerounais contestent à chaque fois les résultats des élections? Ça veut dire qu'il y a problème. Pourquoi est-ce qu'il faut oublier? Moi, je pense que non. Et il faut que le MLC continue à mettre cette pression, que le contentieux post-électoral soit soldé. Si ce n'est pas soldé, pourquoi est-ce qu'il faut oublier? Moi, je pense que le président Maurice Kamto est dans une posture pour nous éviter des problèmes dans l'avenir. Parce qu'il ne faut pas qu'à chaque fois, lorsqu'une élection finisse ou se termine, qu'on ait toujours à l'esprit qu'il y a eu des irrégularités, et la victoire a été volée, et tout et tout. Voilà pourquoi est-ce qu'il reste et continue de revendiquer sa victoire. Après vous, Edmond Kamia, sur ce débat autour de la révision du système électoral, avec en toile de fond des soupçons de manœuvre au sommet de l'État visant à mettre sur pied des réformes constitutionnelles pour garantir une succession de gré à gré, c'est le terme qui est utilisé sur la scène politique. Quel regard portez-vous sur ces différentes manœuvres qui seraient en cours? Je dois dire que le contexte sociopolitique national se prête à ce jeu politique. Moi, je mets ça sur le compte d'un jeu politique. Jeu politique marqué par une guerre de succession au pouvoir. Et la guerre de succession est pratiquement annoncée depuis quelques années, depuis notamment l'élection présidentielle de 2018, au cours de laquelle il y a eu ce qu'on connaît comme la crise post-électorale. Aujourd'hui, n'oubliez pas que dans les clans et réseaux autour du pouvoir, il y a beaucoup de pontes du régime qui aimeraient bien succéder à Paul Biya au sein du RDPC. Ils sont majoritairement du RDPC, affiliés au RDPC. Ce qui est du reste légitime. Ne me prêtez pas vos mots, monsieur Mott. Mais chacun peut être j'ai mes propres termes. Okay. Vous considérez cela comme légitime, quitte à vous. Mais je dis ce que je sais, c'est-à-dire les faits que nous avons pu constater, des clans et réseaux qui luttent pour le pouvoir. Et cela justifie en partie le message, les messages, parce que ce n'est pas le premier message de Maurice Kamto, leader du MRC, sur les dangers et les risques d'un gré à gré. D'un gré à gré, d'une succession de gré à gré. Parce qu'il faut lire dans l'expression succession de gré à gré, c'est-à-dire que quelqu'un du pouvoir
ou qui travaille au sein du pouvoir, qui est du RDPC, qui est peut-être à la présidence de la République, qui est peut-être à la primature ou dans toute autre institution du pouvoir, qui travaillerait pour succéder à Paul Biya au sein du pouvoir, pour que tout reste au sein du pouvoir. C'est ça, globalement, le gré à gré. On pourrait rentrer dans les détails. Mais je voudrais dire ici, et ce qui est important, parce que dans cette question de succession de gré à gré, il y a à côté un concept parallèle qui est la question de la vacance à la présidence de la République. Vous savez qu'il y a eu un vaste débat là-dessus et qui a justifié ce que Tanfo appelait tout à l'heure des visites, des audiences accordées à l'ambassadeur de France à Itoudi. Ce ne sont pas des audiences ordinaires, ce sont des audiences qui, en temps normal, ne devraient pas prêter, ne devraient pas donner lieu à des supputations. Mais dans le contexte de guerre de succession, que l'ambassadeur de France se rende régulièrement et à des moments très précis à la présidence de la République, explique un certain nombre de choses et peuvent justifier également que dans l'opposition, la société civile, des personnalités politiques ou leaders d'opinion pensent qu'il y a quelque chose qui se préparerait. Et notamment, dans la dernière sortie du président Maurice Kamto du MRC, il imagine qu'il y a quelque chose qui se prépare dans le sens de la convocation du Parlement pour modifier la Constitution afin de valider ce qu'il a appelé le gré à gré. Non, je le dis les choses telles quelles. Parce que nous avons également nos sources d'information qui nous laissent penser l'hypothèse de convoquer le Parlement pour instituer un poste de vice-président de la République qui pourrait terminer le mandat de Paul Biya. Puisque nous sommes dans une situation où nous avons attendu jusqu'au 19 mai pour qu'officiellement le chef de l'État puisse se prononcer sur la guerre sanitaire, mais sur le coronavirus. Mais à aucun moment, le président de la République a montré des signes de fatigue au sein du RDPC. On estime qu'il est bien important puisqu'il reçoit régulièrement, vous l'avez dit, les diplomates français et sud-coréens pour le cas de cette semaine et qu'il donne régulièrement des instructions. Il signe des décrets portant nomination de plusieurs responsables à la tête des entreprises publiques. Comment expliquer ce débat aujourd'hui alors que le mandat présidentiel est en cours et que selon ses partisans, le chef de l'État se porte plutôt très bien? Mais ils sont dans leur rôle. C'est-à-dire que quand au sein du pouvoir ou au sein du RDPC, notamment quand Jacques Famdongo, qui est le responsable de la communication du RDPC, estime que c'est de la fantasmagorie, tout ce qui se raconte au MRC ou ailleurs, il est dans son rôle. Il doit défendre son créateur, puisqu'il a toujours dit qu'il est la créature. Il défend son créateur, entre guillemets. Donc, il ne peut pas dire le contraire. Et en face, l'opposition, ou en tout cas, le Maurice Kamto du MRC, qui, j'ai l'impression, donne comme des coups de boutoir, parce que chaque fois qu'il réagit, il y a de la fébrilité en face. Il y a de la fébrilité en face. Et cette fébrilité nous donne l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare et qui justifie que nous serons dans un contexte où tout le monde doit faire attention. Et nous avons intérêt à ce que, s'il y a une succession au pouvoir au Cameroun, que cette succession respecte la Constitution. Parce que la Constitution de 1996 a prévu les mécanismes de dévolution du pouvoir. Et il serait malheureux que ces mécanismes de dévolution du pouvoir soient non seulement violés, ou alors qu'il y ait une tentative unilatérale de modification, une fois de plus, d'un mécanisme de dévolution du pouvoir et qui créerait beaucoup de problèmes. Je voudrais terminer en parlant du système électoral consensuel. Pour rappeler qu'en 2019, une résolution du Parlement européen a appelé le gouvernement camerounais à convoquer les acteurs politiques pour procéder à la révision consensuelle du système électoral avant toute autre élection. Malheureusement, le gouvernement n'a jamais convoqué les acteurs politiques afin de procéder à la révision consensuelle du système électoral avant toute élection, parce qu'il y a eu les élections municipales et législatives qui n'ont pas respecté ces résolutions du Parlement européen. C'est pour interpeller encore le gouvernement et les chefs de l'État sur le fait que dans le cadre du partenariat Cameroun-Union européenne et autres, ils vont pouvoir en tenir compte. Ce débat sur la réforme constitutionnelle et électorale a également suivi de près au sein du SDF. Avec vous, Maître Lavoisier et Tsapi, le RDPC refute la thèse d'une probable modification de la Constitution pour faciliter une prétendue succession de gré à gré. Pourtant,
dans les rangs du MRC, on insiste que des manœuvres existeraient au sommet de l'État. Sur ce débat, sur la réforme constitutionnelle et les réformes électorales, quel est votre point de vue? Le SDF est inquiet par rapport à cette situation parce que la constitution camerounaise, on l'a vu, et j'emprunte l'expression au professeur Joseph Oona qui nous l'a enseigné à l'université de Yaoundé, parce que le professeur Joseph Oona, il m'a enseigné le droit constitutionnel, et il disait que la constitution, c'est un squelette que un chef d'État peut habiller et déshabiller comme il entend. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je vais prendre un exemple pratique, parce que ce gré à gré là, il faut le prendre très au sérieux. Lorsque, en 1996, après les villes mortes et la grande révolution de 90, on a fait la nouvelle constitution. On a limité le mandat présidentiel à 2 mandats renouvelables, à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais on n'avait pas bloqué cette disposition. On n'avait pas prévu un mécanisme pour empêcher à ce qu'il soit levé. En 2007, au cours d'un meeting à Douala, Feu Françoise Foning et Grégoire Oona demandent publiquement au chef de l'État de faire lever ce verrou-là de limitation des mandats, pourtant constitutionnel. On a cru que c'était une blague, les partis de l'opposition se sont dirigés contre cela pour dire que ce n'était pas possible. Mais on a modifié la Constitution, ça n'a pas empêché au président Paul Biya d'introduire une modification constitutionnelle pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats. En 2008. Et pour se maintenir à vie au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gré à gré tel que Edmond l'a expliqué, c'est le SIF a également l'information, c'est ce qui se prépare au sommet de l'État. À savoir que on va convoquer les députés au cours d'une session, probablement celle de juin, où on va leur soumettre un projet de loi qui institue un poste de vice-président qui sera nommé par le président de la République, il ne sera pas élu, et celui-là va prendre les rênes du pouvoir. On va choisir quelqu'un au sein du RDPC pour maintenir que le RDPC se maintienne au pouvoir. Et je crois qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous regardez comment est-ce que les députés qui viennent d'être élus en février 2020, comment ils sont entretenus. Récemment, on a débloqué des milliards. Mais l'entretien Mais cet entretien, c'est prévu dans le cadre des avantages octroyés aux parlementaires. Oui. Ce sont des avantages ordinaires octroyés aux parlementaires. C'est des Comment avantages. est-ce que vous voyez justement cela? C'est des avantages ordinaires. Mais nous pensons qu'au moment où la priorité de l'État devait être concentrée sur la lutte contre le Covid-19, une telle dépense, on pouvait la reporter. Peut-être en fin d'année, pour permettre à ce qu'on lutte contre le Covid. Je ne dis pas qu'on ne doit pas donner les véhicules aux députés, mais lorsque c'est fait maintenant, au détriment de la lutte contre le Covid, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Il y a également Maître Lavoisier Sapi, Sa Majesté Ibrahim Boumbou-Njoya, qui est membre du bureau politique du RDPC, qui a proposé une réforme constitutionnelle visant à revoir le mandat présidentiel, le ramener à 5 ans, renouvelable une seule fois. Est-ce que cette option-là, si elle venait à figurer dans un projet de loi portant modification de la Constitution du Cameroun, vous seriez favorable à une telle modification? Non, pas du tout. La position du SDF est très connue. Toutes les institutions que nous avons actuellement, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une institution qui garantisse la démocratie et la liberté dans notre pays. Le Conseil constitutionnel, c'est une institution, dans sa composition actuelle, c'est une institution au service d'un homme, au service d'un parti. Et l'ECAM, qui est l'institution en charge des élections, nous connaissons sa composition, c'est le membre du comité central et du bureau politique du RDPC. C'est une institution qui est orientée vers, qui est mise au service d'un citoyen. La constitution camerounaise, nous l'avons à plusieurs fois critiquée sur ce plateau, c'est une constitution dictatoriale qui concentre tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne. Ce n'est pas la modification du mandat présidentiel qui changerait quelque chose en cela. Donc moi, je pense que le problème du Cameroun, c'est celui d'instituer un gouvernement de transition dans notre pays.
Un gouvernement qui rassemble toutes les forces vives de ce pays et on dissout toutes les institutions jusqu'à la Constitution. On refait une nouvelle Constitution, on refait un nouveau code électoral. Parce que les partis de l'opposition, le MRC, le SDF et tout ça, bon, nous avons demandé à ce que le code électoral soit modifié, mais le code électoral, quelle que soit sa modification, ne permettra jamais, dans le contexte de fonctionnement de notre pays, d'avoir une élection libre et transparente. Comment vous allez faire pour que l'opposition aille battre campagne dans le sud Cameroun, par exemple? Comment vous allez faire pour que l'opposition aille battre campagne à l'est? Le RDPC contrôle... Ça, c'est d'ordre juridique, ça. Oui, puisque vous mettez les forces de sécurité à votre disposition pour empêcher la libre circulation des leaders politiques de l'opposition, pour qu'ils aillent battre campagne dans des fiefs que vous considérez à tort comme vos fiefs. Là-bas, il y a des citoyens qui souffrent et qui veulent entendre un autre son de cloche. Mais le RDPC utilise abusivement les forces de maintien de l'ordre pour faire que cela ne soit possible. Donc moi, je pense que la modification même du code électoral ne viendrait pas, et d'ailleurs que le RDPC ne l'acceptera jamais, puisque nous l'avons fait, le SDF l'avait déjà demandé en 1997, dans le dialogue SDF-RDPC, nous avons dit, ce qui nous intéresse, c'est qu'on mette sur pied des institutions qui soient démocratiques, des institutions fortes, qui garantissent le libre exercice du droit de tous les citoyens. Mais le RDPC ne l'a jamais accepté, ça m'étonnerait qu'ils acceptent aujourd'hui, comme il fit, le code électoral qui est largement en leur faveur, le code électoral qui leur permet de fabriquer les résultats des élections qu'ils veulent. Et je vous dis, les élections, les résultats des élections, vous les fabriquez de toutes pièces. J'en suis un acteur, j'en sais quelque chose. C'est des élections, c'est des résultats fabriqués. C'est jamais des résultats sortis des urnes. Oui, je ne suis pas moins acteur que vous. C'est jamais des résultats sortis des urnes. Donc je pense que la succession de gré à gré évoquée par le professeur Maurice Kamto, c'est une bombe qui risque de faire exploser le Cameroun. Ne tentez pas ça. Alors, maître, après vous, maître Lavoisier de Sapir, honorable Samuel Motte, êtes-vous favorable à une succession de gré à gré au Cameroun si jamais elle était envisagée? Déjà, la notion, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle renferme, c'est pour ça que je suis tout sourire. Si elle participe de ce que Edmond Kamga a dit tout à l'heure, il y a une résolution de l'Union européenne qui disait qu'il faut revoir le code électoral. Edmond Kamga, je voulais que vous remarquez que cette résolution, je me suis refusé à la lire pour une raison simple. Il y a une phrase là-dedans qui est heurtante, qui est absurde, qui est ahurissante, où on dit le président de la République, Paul Biya, vient d'être déclaré élu alors qu'il est là depuis 36 ans. Traduction, dans la compréhension de ces gens-là qui ont signé cette résolution, qui l'ont élaborée, quand on a fait 36 ans de pouvoir, on est disqualifié pour être déclaré comme élu. Si j'ai une phrase comme celle-là dans une résolution, je ne dis pas le reste parce qu'on voit très bien qu'elle est orientée. Maintenant, et aujourd'hui, est-ce que vous êtes favorable à l'éventualité d'une telle succession Est-ce que si un tel projet de loi arrive sur votre table, en tant que député durant cette session, vous serez favorable à l'adopter et à suivre? J'ai pas fini. J'ai semblé également malheureusement la mêler les paroles du président de la République à une forme de succession à l'intérieur d'un royaume, en essayant de la coller à la notion de gré à gré, ce qui n'est peut-être pas le sens de Maurice Kamto et qui ne pourrait pas d'ailleurs être son sens parce que c'est un éminent juriste. À partir du moment où ça ressort d'une codification, même à l'intérieur du royaume, on peut connaître à l'avance son successeur. Parce que, constitutionnellement, c'est ce qui a été prévu, et donc là, on ne peut pas parler également de gré à gré. Mais en même temps, je parle ici de ce plateau aujourd'hui avec une certaine satisfaction. J'ai entendu de la bouche de M. Tanfo dire tout à l'heure que le président a reçu l'ambassadeur de France plusieurs fois. J'ai également entendu de mon Kamga qui envisage également qu'il y a effectivement eu cette audience-là. Et également de vous, de Céline Noufoulé, j'ai entendu également qu'on a reçu l'ambassadeur coréen, ce qui atteste de ce que le président est bel et bien vivant. Maintenant, personne n'a dit qu'il était mort. Ah bah, personne n'a dit. Vous l'avez souvent. Mais en même temps, ne donnons pas de valeur, je ne sais pas moi, surnaturelle à quelqu'un qui ne les a pas. Parce que quand il dit effectivement, c'est un fait stratège, il n'y a que ça que j'ai compris jusque-là, parce que vous nous faites bavarder sur un thème qui, pour ma part, est un thème creux, qui est celui du gré à gré. Lorsque, depuis 2018, le président du MRC, avant d'arriver à son histoire de gré à gré, que d'ailleurs je conteste, je vous rappelle, puisque c'est ça le fondement de votre question,
s'il y a une disposition constitutionnelle qui dit effectivement voilà les contraintes de la dévolution de pouvoir, on se fera violence de les respecter. Mais encore une dernière fois, n'insistons pas ce qui n'est fait, ne faisons pas des projets d'intention. Et donc ne disons pas chaque fois quand il s'est exprimé, Maurice Kamto, vous savez bien que c'est une lumière. Très bien, c'est quelqu'un d'intelligent, je vais également le reconnaître. Mais en ce qui concerne le caractère de grand stratège dont il a parlé tout à l'heure, je le refute avec la plus forte violence. Parce qu'en 2018, effectivement, c'est bien ce que j'ai entendu. Je suis candidat, on dit, oh, mais il est très intelligent, il sait ce qu'il fait. Ça a fait shit. Parce que la notion de président élu aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce qu'elle renferme. Quand il a également porté le procès au niveau des institutions internationales, notamment au niveau de l'UA, on a dit très bien, c'est un éminent juriste, vous allez voir ce que vous allez voir, ça a fait shit. Là également, quand vous parlez de cette histoire-là de refus d'aller aux élections, là également, un gens qui entendent des gens comme lui mettre en fou de fan en disant que comme c'est quelqu'un de très intelligent, il a pris une très bonne décision. Oui, dans ce cas-là, effectivement, on peut peut-être s'accorder en disant que ça a été une bonne décision parce que ce présentant avait des listes telles qu'on nous a présentées, effectivement, je crois qu'il allait recevoir une levée de bois vert qui aurait peut-être contrarié à jamais. C'est peut-être la seule décision, effectivement, que je peux reconnaître de stratégique en ce qui concerne ce délai de MRC. Mais encore une dernière fois, on modifie la Constitution dans un cadre qui est effectivement constitutionnel. Effectivement, ce sera une constitution, une règle qui va s'appliquer à tout le monde. Que l'on fasse effectivement un remplacement, une succession dans le cadre d'une loi constitutionnelle, c'est ça ce constitution qui va s'occuper à nous, puisqu'on l'a accepté comme étant une règle commune partagée, ce sera celle-là. Mais encore une dernière fois, on ne pourra pas, en dehors de ce cadre constitutionnel, modifier ou non modifier, commencer à dire telle ou telle personne ne peut pas être candidat si la loi, telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle existera demain ou après-demain, donnera la possibilité à quelqu'un de se lever pour pouvoir dire je suis candidat. Donc cette notion-là, à la limite même, il faudra qu'il nous la reprécise. C'est quoi la décision de gré à gré? Ça veut dire que là, à l'intérieur de cette décision de gré à gré, il y aura un certain nombre de personnes qui seraient disqualifiées d'avance? Non. Quand vous citez effectivement la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est applicable à tout le monde. Donc vous ne pouvez pas enlever à un citoyen ce droit fondamental-là qui est celui d'être éligible à un poste aussi longtemps que les lois et les règlements républicains sont respectés. Après vous, Samuel Motte, Richard Tanfou, le RDPC balaye d'un revers de la main toutes les allégations concernant une succession de gré à gré, estimant que la Constitution est là et qu'elle fixe les règles de dévolution du pouvoir au Cameroun et qu'il faudrait se concentrer sur les prochaines échéances électorales à venir. Comment vous réagissez? Bon, moi je dis c'est la posture du pouvoir en place. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Mais moi je dis, si le professeur Maurice Kamto a eu cette sortie, il ne faut pas la prendre à la légère. Il mesure les conséquences de ce qu'il a appelé du gré à gré. C'est un grand stratège. Et il sait exactement quel est le schéma qui peut être bien mis en place pour en arriver là. Et il a invité les Camerounais de se mobiliser. Et avec un ton très ferme, pour dire que s'il arrivait que ce gré à gré essayait un peu de se concocter, il allait demander à ce que les Camerounais prennent les responsabilités en main. Donc moi je pense qu'ils sont dans une logique de nous faire taire et qu'on les laisse, on ne reste pas éveillé. Mais je dis non, cette fois-ci ils ont un opposant qui est ferme dans ses convictions et qui croit en ce qu'il dit. Et pourquoi est-ce qu'il insiste sur le fait que la résolution de la crise anglophone est une priorité, ainsi que la révision du code électoral et du système électoral? Nous savons nous tous que les élections de 2018, il n'y a pas eu élection dans toutes ces deux régions. Il y a une guerre qui se vit là-bas. Les gens n'ont pas voté. Donc voilà une partie du Cameroun qui est lésée à elle-même, qui est abandonnée. Donc on ne peut pas toujours envisager une autre élection avec ce genre de contexte. C'est comme si on était en train de diviser le Cameroun. Moi, je pense qu'il est de bon ton ou bien de raisonnable que cette guerre cesse dans ces deux régions pour donner la possibilité à les Camerounais de cette région de s'exprimer. Si les choses avaient été menées dans une logique républicaine, ça fait aujourd'hui 4 ans que cette guerre dure. Si on avait eu un chef d'État républicain qui comprend, au lieu de déclarer la mort contre ses citoyens, nous n'allons pas arriver là. C'est parce que c'est avec tout ce confort que nous sommes au pouvoir et il ne faut pas réfléchir et tout, nous maîtrisons que nous sommes à ce niveau. Voyez-vous,
ces deux régions vivent de la misère. Les réfugiés de ces régions sont abandonnés à eux-mêmes. Voilà la crise sanitaire qui s'est dévoilée. Avez-vous entendu quelque chose qui a été mis en place pour prendre soin des réfugiés qui sont au Nigeria? Moi, je dis non. Donc, je vous dis vraiment, cette affaire est très, très sérieuse et vraiment, il faut vraiment que nous arrêtons cette guerre et il faut même l'arrêter immédiatement pour que enfin nous retrouvons la paix. Le Cameroun qui est sur un autre front, Edmond Kamgia, en quelques mots, crise sanitaire, plus de 7000 cas positifs déjà enregistrés au Cameroun et le gouvernement qui sollicite désormais l'aide des cliniques privées, 5 cliniques privées qui doivent intégrer le plan de riposte à Douala et 2 autres du côté de Yaoundé, une situation sanitaire inquiétante selon plusieurs experts. Quel est votre regard à ce sujet? Oui, la situation sanitaire est inquiétante parce que le nombre de cas testés positifs est de plus en plus élevé, plus de 7000 voire 8000 cas. Et je me réjouis d'une seule chose, la décision de permettre aux cliniques, aux hôpitaux privés, de pouvoir, eux aussi, et de manière officielle, procéder aux soins des malades de Covid-19. Et cette décision nous donne raison, parce que sur ce plateau, on a eu des batailles sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faille interdire ou empêcher les cliniques et hôpitaux privés de traiter les malades. À partir du moment où le malade a la liberté de choix, il a la liberté d'aller dans un hôpital privé ou dans une clinique, ou alors d'aller dans un hôpital public. On ne peut pas lui refuser ce droit-là, c'est un droit fondamental. Et on a vu ce qui s'est passé à Douala. Il y a eu des situations assez embarrassantes quand un hôpital ou quand une clinique privée, quand une clinique a été fermée, la clinique Marie-O, et je me réjouis de ce que le ministre de la Santé soit revenu à la raison, après l'avis du Premier ministre, de rouvrir la clinique Marie-O. C'est une bonne nouvelle, parce que c'est une clinique qui a des appareils qui vont aider, et qui aidaient déjà, comme d'autres cliniques, où les malades de Covid-19 étaient pris en charge parce qu'il y a des appareils respiratoires, ils étaient sous oxygène. C'est une très bonne nouvelle de ce côté-là. Mais c'est une très mauvaise nouvelle par rapport au nombre de cas qui augmente, parce que je pense que avec le retour, parce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer cet aspect sur lequel j'espère on reviendra la prochaine fois, parce qu'il faut qu'on évalue un peu le retour des classes des élèves avec les enseignants, l'impact du Covid-19 et notamment les régions où il n'y a pas eu assez d'eau, pour comprendre le lien entre le retour des classes et la montée du nombre de personnes testées positives. Après vous, Maître Lavoisier Sapi, un mot sur cette crise sanitaire, le Cameroun qui a franchi la barre de 7000 cas positifs. Le gouvernement se montre toujours rassurant, mais l'évolution des chiffres inquiète plus d'un. Comment vous réagissez? Nous continuons, le SIF continue de dire que cette crise est très mal gérée par le gouvernement. Au départ, on a pris des mesures assez tardives, ce qui a permis aux contaminations de prendre de l'ampleur. Et depuis un certain nombre de temps, le gouvernement a pris d'autres mesures qui sont de nature à aggraver les contaminations, à savoir le retour à l'école et la non-sanction sur le respect des mesures barrières, à savoir que le port du masque, lorsque vous visitez les marchés et même les lieux publics dans les grandes villes du Cameroun, vous vous rendez compte que très peu de gens portent des masques barrières, très peu de gens ont des gels, très peu de gens ont accès à l'eau et au savon pour se laver les mains. Alors c'est en train de permettre à ce que cette crise prenne de l'ampleur. Le gouvernement gagnerait à revenir aux méthodes qui ont fait leur efficacité ailleurs, à savoir qu'il faut faire vraiment des confinements. Et quand le ministre de la Santé donne des chiffres, on ne vous donne pas la répartition de ces chiffres. Parce qu'il faut voir les villes qui sont les plus infectées, les villes qui sont les moins infectées, et puis prendre des mesures de confinement pour limiter la propagation plus grande de la maladie. Et il n'est pas tard pour le gouvernement de prendre ces mesures-là. Nous pouvons aussi regretter que depuis que Monseigneur Cléda a indiqué qu'il avait un médicament qui traitait effectivement cette maladie, que le gouvernement se limite à des annonces et qu'on ne l'accompagne pas effectivement. Parce que je me serais attendu à ce que sur le 1,8 milliard
que le ministre de la Santé dit avoir encaissé en termes de dons, qu'au moins 800 millions soient mis à la disposition de Monseigneur Cléda et que le gouvernement autorise effectivement que ce médicament soit vulgarisé dans toutes les formations. C'est que le gouvernement n'est pas en train de le faire. C'est-à-dire qu'on tue le génie camerounais. Donc le gouvernement continue de prendre des mesures qui ne sont pas du tout appropriées pour contenir cette maladie et nous sommes très inquiets. Il faut donc, comme nous sommes en train de le faire de la commune de Bafoussam Premier, sensibiliser le maximum de populations pour que les gens se protègent eux-mêmes. À défaut d'être protégés par l'État, que les gens se protègent eux-mêmes parce que nous pensons que le respect individuel de ces mesures par les citoyens camerounais permettrait qu'ils soient protégés contre la mort et qu'ils soient protégés contre les contaminations éventuelles. Après vous, honorable député Samuel Maud, sur ces cas de coronavirus qui se multiplient à une vitesse effrénée, il y a de l'inquiétude de la part des Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir faire face à cette crise sanitaire? Beaucoup insisté sur les responsabilités individuelles. Parce que là encore, il est réparti sur confinement, pas confinement. Je lui rappelle tout simplement en ce qui concerne Hong Kong, le confinement n'a pas été intégral, mais en utilisant les gestes barrières, on a pu effectivement surmonter. Mais là également, il y a un modèle qui avait été établi en début de crise. C'est de dire effectivement, on a deux solutions. Soit effectivement, on essaye de confiner pour pouvoir éteindre la propagation du virus sur un long terme, mais il y avait également un autre choix qui avait été opéré, avec pour conséquence de mettre en surchauffe la structure sanitaire du pays en disant qu'on va laisser peut-être une pique qui va monter assez rapidement et qui va retomber. C'est le modèle, c'est ce premier modèle-là qui a été choisi par l'État. Et vous avez vu qu'il y a un certain nombre de structures qui ont été mises en place. L'acceptation également que ça puisse être pris en charge dans les hôpitaux privés, ce n'est pas de la main forcée, mais également c'est pour tenir compte d'un certain contexte. Mais encore une dernière fois, c'est notre responsabilité individuelle qui est ici en cause, parce que si nous sommes disciplinés sur la route, nous aurons acheté nous-mêmes notre propre liberté, parce que lorsque vous parlez de maître Chapier, avocat, vous parlez de confinement également, vous savez les conséquences sur le plan des droits humains que ça peut intégrer. Dans le cas d'espèce, effectivement, il y a une pique assez forte qui est liée là également à la structure de notre économie, de notre pays, parce que comparativement à d'autres pays, quand vous allez par exemple au Sénégal, vous entrez par Dakar et vous entrez par Dakar. Quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, vous entrez par Abidjan, vous allez entrer par Abidjan. Nous avons un nombre important de personnes qui sont contaminées aujourd'hui parce que nous avons eu de manière un peu concomitante deux entrées, c'est-à-dire celui de Douala et celui de Yaoundé, mais prions Dieu que l'on puisse faire en sorte que les Camerounais puissent être encore plus responsables dans les agissements sur la place publique pour qu'on puisse estomper, arrêter assez rapidement cette pandémie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Lavoisier Sapi et Maître Richard Tanfou, d'être venus sur ce plateau. Merci également à vous, honorable député Samuel Maud et Edmond Kamgué, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.